À tous, bonsoir à toutes, bienvenue pour un nouveau Balance ta science. Nous sommes le lundi 1er novembre 2021, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Romain Isnard, je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour, comme je l'ai dit, un nouveau Balance ta science, et sur une thématique qu'on n'a pas eu l'occasion encore d'aborder autour de la linguistique, donc ça va être très particulier. On avait déjà fait un live grammaire il y a très longtemps justement sur des détails de la langue, du fonctionnement de la langue et de ses règles, donc super intéressant. Et ben, je vous propose aujourd'hui de voir un autre aspect de notre langue qui sont les accents. Mais avant de parler de ça, de ce sujet-là très précisément, permettez-moi de faire une petite présentation comme je fais habituellement sur les Balances ta science pour éventuellement les nouvelles personnes qui découvrent le format, qui découvre la chaîne. J'ai vu qu'il y en avait. Déjà, je voudrais remercier SolidSeb d'avoir été là en tout premier et d'avoir animé un petit peu le chat. Better Life Zero, bienvenue à toi. Mandrake42 également. Des Musica, donc voilà, ça fait partie des nouvelles personnes qui sont présentes. Donc bienvenue, merci d'être là. Je remercie également Bake Sensei, 2020 et Born to Frites, Anna vieille et moche qui est là, ça fait plaisir. Merci d'être déjà aussi nombreux pour cette petite introduction. On va tranquillement aborder le sujet. Donc voilà, comme je l'ai dit, petite introduction de 5-10 minutes avant qu'on rentre véritablement dans le vif du sujet et que je vous présente l'invité de ce soir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, donc Tout ce qu'on prend, c'est une chaîne de vulgarisation scientifique où l'objectif c'est d'apprendre de manière assez ludique en vulgarisant un maximum, en rendant accessible la connaissance pour tout le monde, enfin du moins c'est l'objectif que j'essaie d'atteindre avec ce titre Tout ce qu'on prend. Donc j'ai plusieurs formats qui existent sur la chaîne, je vais pas trop prendre le temps de les présenter parce que c'est pas vraiment l'occasion, mais je vous laisse les découvrir soit dans l'onglet vidéo de ma chaîne Twitch ou sinon sur ma chaîne YouTube de rediffusion qui s'appelle Tout ce qu'on prend replay. Et donc parmi ces formats, il y a un peu de tout. Des fois on utilise la fiction pour parler de science. En ce moment on fait des reacts de Dr Stone, donc là un animé scientifique, c'est les mercredis soirs par exemple. Les samedis matins on fait par exemple des revues d'actu scientifiques où en fait on lit le journalisme des journaux, d'actualité scientifique et on essaye tant bien que mal d'en tirer des informations très intéressantes sur notre monde et sur la science en général. Et les lundis, donc voilà, ça va être l'émission de ce soir, c'est les Balance ta science. Alors je vais prendre un peu le temps d'expliquer. Balance ta science, c'est une émission où on invite quelqu'un qui sait des choses, un expert souvent d'un sujet, soit parce que cette personne a fait des recherches dessus, parce que c'est son travail éventuellement, ou soit parce que de manière autodidacte, elle s'est renseignée sur le sujet, s'est passionnée pour. Et donc voilà, on invite une personne qui vient nous parler du sujet, nous renseigner sur une thématique qu'on va essayer d'approfondir, mais sans non plus trop rentrer dans les détails. L'objectif étant qu'on touche du doigt l'espace d'une soirée un sujet sans qu'on en devienne nous-mêmes des experts, puisque évidemment quand c'est des sujets de recherche très pointilleux, on va pas commencer à essayer de discuter des résultats et ce genre de choses, mais plutôt voilà, d'avoir une idée un peu globale de quoi il en retourne. Voilà un petit peu l'objectif de ces soirées-là, où on prend vraiment le temps de questionner une recherche et de voir justement qu'est-ce qu'elle nous apporte en termes de connaissances. Voilà, donc pour les nouveaux qui sont éventuellement présents, n'hésitez pas à dire comment vous avez découvert le stream, comment vous avez rejoint la chaîne, si vous êtes là. En tout cas, merci d'être présent. Ça fait vraiment plaisir de vous voir déjà aussi nombreux. Plus d'une vingtaine pour ce début de soirée, on verra combien on sera. Dans tous les cas, je suis très content d'être là parce que le sujet de ce soir est assez exotique. C'est vrai que la chaîne traite plutôt de sujets de sciences dures entre guillemets, donc quand on a quelque chose qui change de l'habitude avec des sciences plus humaines et sociales, surtout autour de la langue, c'est quelque chose d'assez rare pour le noter. Donc voilà, je suis quand même content qu'on ait un sujet assez exotique comme j'ai dit, donc autour du langage et des accents en particulier, comme vous l'avez vu avec ce titre, avoir ou ne pas avoir un accent, telle est la question. Donc on va s'intéresser justement aux accents, que sont-ils déjà dans un premier temps, et voir après les différents accents qui existent, pourquoi il y a cette variété-là qu'on retrouve en France, et qu'est-ce que implique cette variété aussi au niveau des relations entre les individus. La langue française est aussi une science, oui, bien sûr, on peut le voir comme ça, puisque
on l'a vu d'ailleurs dans un live dédié à la grammaire, hein, la complexité de la grammaire et des outils et des règles qu'il y a derrière. On s'approche de quelque chose de très scientifique quand on essaie de décortiquer une langue, que ce soit du côté écrit ou oral. Donc on aura beaucoup de choses à apprendre ce soir, je pense que ça va être super intéressant. Et il y en a qui sont fans de notre invité de ce soir, évidemment je sais que certains d'entre vous sont présents parce que notre invité a aussi ramené sa propre communauté. Je pense que je vais pas tarder davantage, je vais donc vous le présenter. Il est là, il est avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous accueillir, eh bien, Médéric Gasquet-Cyrus. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Médéric. Bravo. Merci. Et bonjour. Et bonjour Médéric, comment tu vas? Déjà, première question. Impeccable, tout va bien, très content d'être avec vous, merci pour l'invitation, et ravi de parler avec vous d'accent au pluriel, bien sûr. Au pluriel, c'est ça. Oui. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des petits frises de connexion. On t'entend quand même assez bien, je crois, on verra. S'il ne faudra pas enlever la caméra, mais pour le moment, ça a l'air d'aller. Donc merci d'être présent déjà ce soir pour parler d'un sujet, comme je disais, qui change un peu de l'habitude de la ligne éditoriale de la chaîne, donc ça va faire du bien aussi pour ceux qui ont un peu marre des sciences trop dures entre guillemets, et puis surtout que le sujet des accents, c'est un sujet qui concerne un petit peu tout le monde. On s'intéresse tous à ce genre de phénomène. Donc Médéric, pour te présenter rapidement, tu es aujourd'hui maître de conférence au département des sciences du langage à Aix-Marseille Université. En plus de ça, tu fais des recherches au laboratoire Parole et Langage et tu t'intéresses du coup à la sociolinguistique. Du coup, c'est un mélange entre la langue dans le cadre des liens sociaux qu'il y a, c'est ça, entre les individus. Donc, justement en quoi le langage a un impact dans les interactions sociales, finalement. Et tu t'intéresses en particulier à la question de la discrimination à cause de l'accent. Donc on y reviendra un peu plus tard. Et donc au cours de ton cursus, tu as pu étudier, tu as eu le temps de voir quand même l'accent un peu sous toutes ces coutures, j'ai envie de dire. Et donc tu sais à peu près dans quelle région de France il y a quel accent, et tu sais un petit peu voir les différences, quoi, plus ou moins. En tout cas, ça fait un moment déjà que tu travailles sur cette thématique-là, puisque tu es maître de conférence depuis 2008. Donc ça fait déjà un moment que tu fais des recherches sur le sujet-là, donc tu as une bonne vision d'ensemble. C'est pas souvent aussi qu'on reçoit des maîtres de conférences, souvent c'est des chercheurs qui ont un petit peu moins d'expérience, donc ça va être aussi d'autant plus intéressant d'avoir justement ce recul aussi sur ce champ disciplinaire. Et je pense que voilà, vraiment ce soir, si vous avez des questions, je parle au chat, concernant cette thématique-là, n'hésitez pas, parce que là on a quand même beaucoup de background qui fait qu'on peut répondre à pas mal de questions au sujet des accents. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait rester quand même assez général et commencer par des grandes questions pour introduire progressivement le sujet avant de rentrer plus dans les détails. Et on s'était dit, commençons tout simplement à définir ce qu'est un accent, ou ce que sont les accents. Donc est-ce que je te lance là-dessus du coup? Allez, c'est à moi, c'est ça? Ouais, c'est à toi. Merci pour la présentation, et encore une fois, c'est un plaisir de pouvoir parler de ça, parce que comme tu l'as dit, c'est effectivement un sujet qui concerne tout le monde, et je vais dire, comme toutes les questions qui touchent à la langue, on a tous un avis, on a le droit, on a tous des sentiments par rapport à ça, et on a le droit. Après, est-ce qu'on a une vision juste de la chose? C'est là que les scientifiques arrivent et gâchent un peu la fête en disant « Ouais, mais vous comprenez, c'est un peu plus compliqué que ça », ce qui est toujours le discours des scientifiques. Ouais. Et heureusement qu'il y a des gens comme toi qui permettent de dire « Ouais, mais les gars, votre réponse, c'est pas si simple que ça ne suffit pas, il faut quand même expliquer de manière simple ». Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Voilà, mais c'est un objet effectivement qui est familier, donc proche, on croit savoir ce que c'est. Voilà, j'écoute les Marseillais contre je sais pas quoi à la télé, émission que je regarde jamais, donc je sais ce que c'est l'accent marseillais. Puis ouais. Je regarde Bienvenue chez les Ch'tis, je sais ce que c'est un accent ch'ti, et j'ai entendu une série québécoise où j'ai un copain québécois et je sais ce que c'est que l'accent québécois. Donc à la fois on est dans du vrai, l'expérience voilà, empirique de ce qu'est un accent, et après quand on essaie d'aller plus loin, on dit des choses qui sont parfois un peu voilà, des raccourcis un peu rapides, comme j'ai perdu mon accent, ou il y en a qui prennent des cours pour perdre leur accent, ou alors cet accent est rigolo. Donc voilà, on va revenir sur ça, je pense, dans la deuxième partie, mais on va commencer effectivement par définir cet objet. Alors c'est compliqué parce que en linguistique, on n'est pas tout à fait d'accord, ou en tout cas, on ne travaille pas
autour du même objet. Et vous savez que les sciences, en fait, elles définissent un objet, elles construisent un objet. C'est ça le travail scientifique, d'abord, c'est de construire un objet d'étude. Pour savoir de quoi on parle, de qu'est-ce qu'on va étudier, et qu'on soit d'accord sur ce qu'on va étudier. Exactement. Et puis voilà, on n'a pas un accès direct au monde, à la nature, on n'a pas un accès direct, c'est-à-dire que c'est à travers un prisme théorique, terminologique, qu'on construit un objet qui peut s'appeler l'histoire, la communauté, des choses comme ça. Et donc, nous, la langue ou l'accent. Donc, pour faire vite, l'accent, quand je parle d'accent avec certains collègues, on n'a pas du tout la même conception. Je pense aux collègues phonéticiens ou prosodistes, c'est-à-dire les gens qui travaillent sur le son et sur la mélodie. Quand je leur parle d'accent, eux, ils disent, bah oui, l'accent, c'est l'accent tonique, en gros. C'est-à-dire que quand j'ai une mélodie, une courbe mélodique comme ça, qu'on peut voir maintenant sur nos appareils de lecture de son, bon, voilà, on voit que le son, c'est une comment dire, c'est des variations entre des aigus et des graves, quoi, c'est ça. Voilà, mais dans le temps, c'est-à-dire c'est une ligne qui dans le temps va se dérouler, qui va avoir alors soit ce qu'on appelle la fréquence fondamentale, qui va avoir du timbre, etc. Bon, bref. Et donc, on va avoir des variations d'intensité comme ça, comme je suis en train de le faire comme ça, et puis d'un coup, je monte. Donc voilà, on a cette variation-là. Donc, pour des collègues qui travaillent en prosodie sur l'intonation, ça, c'est l'accent. Ce qui fait que, par exemple, on peut analyser l'interrogative, c'est-à-dire quand je pose une question, en général, je vais dire tu as mangé, Robin? Quand je dis comme ça, c'est pas la même chose que tu as mangé, Robin. Donc, la façon dont je vais poser mon accent va donner du sens. C'est-à-dire, on va dire c'est une interrogation. Ou, tu as mangé, Robin? Ça va être autre chose. Donc, je fais passer déjà un message. Sens. Okay, voilà. Sûr. Donc, ça, c'est pour les collègues en prosodie. Nous, on a une approche de l'accent. Quand je dis nous, c'est donc les sociolinguistes ou les dialectologues, les gens qui travaillent sur les usages de la langue et qui essaient de voir un petit peu cette notion-là. Donc, l'accent, pour nous, c'est d'un côté un phénomène de prononciation. On va dire que quand je dis la rose et pas la rose, je suis dans l'accent. D'accord. Donc déjà, je suis plus sur l'intonation. Vous voyez, en fait, je vais expliquer ça parce que ça, on va peut-être y revenir plusieurs fois. Quand on parle de parole humaine, il y a deux lignes, on va dire. Il y a ce que je suis en train de faire, c'est à la fois du son, donc c'est de la vibration de l'air, tout simplement. C'est un phénomène acoustique. Donc j'expulse de l'air de mes poumons, de l'air vibre. Et ça fait du son, mais en même temps que... Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le segmental, c'est-à-dire que le son, je peux le segmenter, je peux faire A, O, I, O, U, etc. Le suprasegmental, ce qui est au-dessus du son, c'est la courbe mélodique. Je ne peux pas la couper celle-là, c'est une sorte de flux continu, c'est le temps. Bon. Donc le suprasegmental, c'est l'intonation, le segmental, c'est O, A, voilà. Donc quand je dis la rose, je suis déjà sur un phénomène d'accent. Quand je dis le pain, pas le pain, je suis sur un phénomène d'accent. Donc ça, on va dire que c'est la base, c'est de la prononciation de consonnes, de voyelles, etc. Mais l'accent, ça va aller souvent au-delà, notamment pour les gens. C'est-à-dire que les gens vont dire « Ah ouais, toi, tu as l'accent, tu dis la chocolatine. » Alors, on sait que la chocolatine, c'est du lexique, c'est du vocabulaire, c'est pas du son, c'est pas un problème de son, c'est une question de vocabulaire. Mais comme tout est lié, et comme l'accent est lié à de la culture, il y a des façons de parler, on est obligé un peu de tenir compte de ça. D'accord, donc même le vocabulaire est inclus dans l'accent. Disons que ça peut entrer en ligne de compte pour beaucoup de gens. Voilà, donc nous, on s'en tient à une définition quand même un peu plus étroite qui est tous les phénomènes, on va dire, de prononciation. Mais, et là, c'est là qu'on va entrer déjà dans quelque chose qui est un peu plus intéressant. L'accent, c'est un phénomène aussi de contraste. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit bah, « toi, tu as un accent », la réponse automatique doit être « mais toi aussi ». Puisque pour qu'il y ait accent, il faut qu'il y ait deux éléments. Un accentué, l'autre pas accentué. Et on revient en fait à ce qu'on a vu sur la prosodie, sur l'intonation, c'est-à-dire que c'est un niveau d'échelle comme ça. Donc quand quelqu'un dit « toi, tu as l'accent marseillais », on va dire « mon accent est là hein », la personne considère qu'elle a un accent qui est en dessous, en tout cas qui est moins marqué. Voilà. Or, cette personne, pour moi, a un accent aussi. Ouais, c'est ça. Et voilà, si on ne conçoit pas l'accent, si on ne conçoit pas l'accent de l'altérité, on va passer à côté du truc. Donc ça, je pense qu'on va beaucoup en reparler dans la deuxième partie notamment. Donc même avoir l'impression de ne pas avoir d'accent, c'est en fait avoir un accent, mais qu'on n'a pas l'impression d'avoir, quoi. Parce que si... Pour l'autre, qu'on trouve avoir un accent, l'autre devrait nous dire aussi que c'est nous qui avons l'accent. C'est vrai que c'est souvent le cas, en fait. Enfin, moi, quand je dis à quelqu'un « t'as l'accent », il me renvoie à la balle, quoi, finalement. Bah oui. Il a raison. Il a raison de faire ça. Bah oui, c'est ça. Et alors après... On parlera tout à l'heure de quelque chose d'important. Les gens qui disent « moi, j'ai pas l'accent », ça a quand même un sens quand on parle du français notamment. C'est à la fois faux, bien sûr, parce que voilà, quelqu'un qui va dire « moi, je suis de Paris, je suis de tel milieu, j'ai pas l'accent », c'est à la fois faux, mais à la fois, le non-accent est quelque chose de très important symboliquement. Donc voilà, on va creuser ça. Ouais, culturellement, ça a son importance. Politiquement. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Ouais, bah c'est déjà, merci d'avoir défini ce que sont que...
les accents, et justement d'un point de vue historique, maintenant on sait que c'est découpé par région, c'est intimement lié du coup à l'histoire des populations. Comment ça se fait que d'où ils viennent les accents finalement? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est très simple. Plus on parle une langue dans le temps, plus elle change. C'est-à-dire quand je parle, les langues changent, Ouais. évoluent. C'est un principe permanent. C'est-à-dire que le latin s'est transformé en langue romane, qui sont devenues le portugais, l'espagnol, le français, etc. Sans les mains, c'est mieux, sinon je tape le micro. Et c'est pareil pour toutes les langues, le vieil anglais, le vieux germanique, le vieux chinois, etc. Bref, toutes les langues évoluent dans le temps. Mais elles évoluent aussi dans l'espace. C'est-à-dire que plus une langue est parlée sur un territoire étendu, plus il y a de chances que d'un côté et de l'autre, les variations soient grandes. Pourquoi? Parce que les populations ne sont pas en contact. Ils développent des traits, des mots, des tournures syntaxiques, etc., une grammaire ou des accents qui vont être indépendants. Et c'est ce qui explique que, encore une fois, plus une langue est parlée sur un territoire étendu, plus elle va changer. Une langue qui est parlée par 10 personnes, et il y en a beaucoup, ou par 100 personnes, ou par 5000 personnes, en fait, elle va rester assez stable, avec peu de variations, parce qu'en général, c'est une micro-communauté qui vit en vase clos. Ouais. Donc, tout le monde va être en contact, des réseaux sociaux qui sont très denses, donc tout le monde va parler à peu près de la même façon, puisqu'on aura les mêmes références. Mais si tu prends l'anglais qui est parlé sur tous les continents, comme le français aussi, l'anglais parlé en Australie n'est pas le même que l'anglais britannique, c'est pas le même que l'anglais américain, c'est pas le même que l'anglais parlé en Inde, c'est pas le même que l'anglais parlé en France, etc. Et donc, plus une langue est parlée sur ce territoire, plus il y a des chances de voir évoluer des formes, des variétés, des dialectes et des accents. Et donc, c'est ça qui explique, c'est la variation dans l'espace, en fait, l'étendue dans l'espace qui explique ça. Ouais, c'est ça. Donc, autrement dit, c'est l'isolation géographique qui fait qu'on peut avoir localement un type d'accent. C'est marrant parce que ça fait écho un petit peu à la biologie et au phénomène d'évolution des espèces même, en fait, où on a des espèces qui évoluent à cause d'un isolement géographique aussi, qui donne des fois naissance à certaines espèces qui sont différentes de d'autres, même si initialement elles viennent toutes du même endroit, mais à cause d'un isolement, on voit apparaître certains traits qui après deviennent favorables pour cette zone géographique précise, et qui fait qu'après l'espèce perdure et évolue avec ce changement, on va dire, enfin reste et survit avec cette évolution. Ouais, et il y a ce parallèle-là que je voulais faire avec la biologie. Oui. Mais il y a même des modèles linguistiques. Il y a un modèle linguistique qui s'appelle l'écolinguistique, qui justement s'appuie un petit peu sur des approches darwiniennes ou post-darwiniennes, sur l'acclimatation et l'acclimatement des espèces. Et donc les langues comme ça qui sont vues comme, en gros, une langue peut être déplacée sur un territoire parce qu'il y a une diaspora, etc. Mais est-ce qu'elle va se reproduire? Est-ce qu'il va y avoir acclimatement et après acclimatation, c'est la transmission génétique, familiale, etc. Voilà. Donc effectivement, le parallèle est plus que métaphorique, ça peut être aussi un modèle théorique. Une vraie approche, un vrai outil scientifique pour approcher ça. Et justement, parce que là on pourrait se dire, mais pour pousser encore le truc plus loin, est-ce que avoir un accent ça confère un avantage évolutif? Enfin, pourquoi tel accent s'est développé là? Est-ce que ça... Peut-être ça renforce le côté communautaire, et à ce moment-là, le fait qu'on se sent plus appartenir à un groupe, et donc on va encore plus faire en sorte de faire survivre ce groupe, peut-être? Je sais pas. Moi, alors, après, c'est investi de fonctions identitaires, parce que l'accent va être un trait qui va justement refléter la façon de parler du groupe par rapport à d'autres, parce qu'en fait, encore une fois, on se rend compte qu'on a un accent que quand on sort du groupe. Oui, bien sûr. C'est souvent des gens qui disent, je me suis rendu compte quand je suis allé en colonie vacances, ou quand je suis allé... passer un week-end chez les cousins ou quoi, qu'on m'a dit, mais tu dis comme ça, ou tu parles comme ça, et on s'en rend pas compte, parce que entre soi, on passe pas son temps à se dire, t'as un accent, parce que c'est normal. Moi, je passe pas mon temps à dire aux gens, oh putain, t'as l'accent marseillais, toi, parce que c'est normal. Je veux dire, la norme, c'est de l'avoir, en gros. Sauf moi, évidemment. Quand on habite à Marseille, quoi. Voilà, à Marseille, on passe pas notre temps à dire, oh, toi, tu as l'accent marseillais. Ben non, c'est normal de dire la rose, le pain, etc. Et c'est, voilà, à partir du moment où quelqu'un, moi, je m'en suis rendu compte, j'avais une collègue à la fac, à chaque fois, elle me dit, à demain, en rigolant. Et une fois, deux fois, trois fois, je dis, bon, ça va, j'ai compris que je parlais pas comme toi. Mais c'est bon, t'es pas obligé, c'est ma façon de parler normale, quoi. C'est ça. C'est pas un sketch, quoi. Donc, voilà, effectivement, ça peut être investi de fonctions identitaires très fortes qu'on va voir par la suite. Mais je voudrais revenir sur un point important, donc sur la diversité des accents, le fait que, effectivement, c'est parlé sur un grand territoire. Aujourd'hui, on a quelque chose qui change radicalement nos communications, c'est la globalisation, la mondialisation et les réseaux très denses que nous avons à travers l'espace et le temps, justement, ce qu'on est en train de faire là. Donc ça change la donne. On va en parler, mais pour l'accent français, la radio, la télé,
puis aujourd'hui Internet, sont en train de changer peut-être les vitesses de changement des accents. Parce que autrefois, on avait vraiment des communautés isolées. C'est-à-dire que les Bretons n'étaient pas en contact avec les Corses avec les Basques se croisaient pratiquement jamais. Il n'y avait pas de tourisme, pas tout ça. Aujourd'hui, c'est différent. Donc voilà, on parlera de ces évolutions. Justement, on a l'impression que comme il y a beaucoup d'échanges, que les accents se perdent plutôt qu'ils ne se conservent. C'est à cause de l'ouverture justement de la communication partout que peut-être les accents les moins abondants sont ceux qui en souffrent le plus. Non, je sais pas. Est-ce que c'est un phénomène, j'ai l'impression que c'est ça, c'est que les accents locaux ont tendance à se perdre face à ce phénomène-là, alors que c'est au contraire quand ça reste cloisonné que ça peut survivre. Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a des variétés qui prennent le dessus. On a toujours dans les questions linguistiques des langues qui prennent le pas sur les autres. On pourrait revenir au modèle darwinien en fait d'espèces qui prend le pas sur les autres. Mais voilà, donc ça va être la norme ou ça va être la langue officielle ou ça va être le standard. Ça dépend du contexte. Mais il y a toujours une langue qui va écraser les autres. C'est j'allais dire, inévitable qu'il y ait conflit entre les langues. Donc, ça va être par exemple dans des pays, des ex-colonies, ça va être l'anglais qui a pris le pas sur des langues nationales, ou le français, ou le portugais dans certaines colonies, etc. Bon. Mais ça peut être le chinois mandarin sur les autres langues chinoises, ça peut être le tibétain standard par rapport à d'autres langues tibétiques. Donc, c'est partout pareil. C'est l'italien standard par rapport au dialecte, au napolitain, au piémontais, etc. Donc, qu'est-ce que cette langue dominante? C'est la langue du groupe dominant. C'est pas la langue en elle-même. Il n'y a pas de langue qui est supérieure aux autres. Ça n'existe pas. Tous les linguistes diront que les langues sont égales. Voilà. Mais un groupe social, à un moment donné, va avoir le pouvoir. Et alors, ce pouvoir, il va être économique, symbolique, politique, militaire, etc. Il va imposer sa langue. C'est le cas du latin, c'est le cas de l'anglais à l'échelle internationale, etc. Et donc, les autres langues vont en général avoir une baisse d'usage dans certaines fonctions officielles, scientifiques, etc. Et carrément, ça peut être la perte de la langue, c'est-à-dire que tu t'accultures, tu t'assimiles et tu transmets plus la langue et tu prends la langue du dominant. Pour les accents, c'est pareil, c'est-à-dire que si tu es exposé trop fortement à une variété dominante, comme l'accent français standard, tu as tendance, quand tu vas bosser, etc., à le perdre. Donc, c'est un phénomène de nivellement. C'est pas une perte comme ça où je me suis retourné et j'ai plus mon accent. C'est un phénomène d'érosion, en fait, oui, ça se fait sur du long terme. Mais ça se fait naturellement aussi, parce que on l'a tous plus ou moins vécu, ça dépend si vous avez voyagé ou pas, mais c'est vrai quand on va dans une région où l'accent est fort et qu'on y reste longtemps, on a tendance à le prendre naturellement, inconsciemment en fait, c'est même pas on réfléchit, c'est que c'est un phénomène d'adaptation naturelle pour la survie, j'imagine, en se disant que, enfin, c'est inconscient quoi. Alors oui et non, il y a des cas. Moi je m'intéresse. Oui, non, mais si, c'est généralement ça. Mais il y a quelques cas qui sont intéressants de personnes qui changent jamais. C'est-à-dire des gens qui sont depuis 30 ans dans un endroit, qui gardent le même accent. D'accord. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'ils sont rares. Ils sont rares. Mais du coup, ce phénomène de résistance est intéressant. Mais effectivement, il est exceptionnel en général. Il y a une adaptation. Plus ou moins, alors ça dépend du degré d'exposition, ça dépend peut-être de son oreille. J'aimerais vraiment savoir si ça a un lien avec l'oreille musicale. J'en sais rien là-dessus. J'aimerais que des musicologues ou des acousticiens me le disent. Mais effectivement, il y a ce phénomène de convergence. En fait, je parle comme l'autre pour m'adapter, pour survivre et pour pas justement être trop marginal. Si je suis dans un groupe qui est celui dans lequel je vis au quotidien, j'ai tendance à m'assimiler, à être au centre. Voilà. Il y avait des questions déjà qui sont super intéressantes autour alors je sais pas si tu as pu l'étudier au niveau des animaux en fait. Est-ce que les animaux ont des accents? Oui. Ouais. T'en sais un peu? Ouais. Alors, c'est pas mon domaine, mais j'ai lu des choses sur le sujet. Il y a des variations dans les systèmes de communication animaliers. Et on sait, par exemple, que les oiseaux d'Europe n'ont pas les mêmes, alors je vais dire lignes de chant, n'ont pas les mêmes façons de chanter au nord de l'Europe ou dans le sud. Mais ça concerne, par exemple, aussi les baleines. On sait que des baleines ont des dialectes, c'est-à-dire qu'il y a un langage universel, on va dire, comme le langage humain, qui est universel, mais qui se déploie sous forme de systèmes qui sont un peu différents. Donc, on peut reconnaître un groupe de baleines, en tout cas, elles se reconnaissent entre elles parce qu'elles se partagent des traits, qui sont étudiés vraiment, là aussi, par des acousticiens, tout ça. Donc, elles ont des traits qui sont communs, mais ce qui est fascinant, c'est que on sait que cet accent, en gros, une baleine peut choper un accent. C'est-à-dire qu'une baleine, on va dire du sud de l'Atlantique, qui va vivre avec un groupe du nord, au bout d'un certain temps, elle va perdre son accent du sud et elle va prendre l'accent. Voilà. C'est comme quelqu'un qui parle l'accent marseillais. Voilà. Donc, ces variations existent. Ça se voit au niveau des sons qu'elle émet, c'est ça va pas être au niveau des fréquences et la décomposition du son.
C'est ça. Ça Parce va que la trop loin. baleine qui dit oh, j'aime le poisson, elle va dire j'aime le poisson. Ouais, c'est ça. C'est passionnant à étudier ça, les Ouais. langues qui font ça, c'est fou. Et Mm. ouais, quand est-ce que ça acquiert l'accent dans le développement de l'enfance? Enfin, c'est avec le Louis, c'est ça, quand on écoute l'intonation, ça vient naturellement en fait. Ouais, je dirais que, en fait, dès qu'on acquiert l'usage des sons, c'est-à-dire quand on commence à produire les sons par Hmm. imitation, ben, on produit quelque chose qui peut être assimilé à un accent. Et d'ailleurs, c'est une question intéressante. Alors, moi, je suis moins spécialiste du développement, de l'acquisition, tout ça, mais on sait qu'on voit des gamins qui naissent dans une famille, par exemple, où il y a un accent très fort, très, très marqué régionalement, et qui, au bout d'un certain temps, à l'école, vont le perdre. Je dis le perdre, c'est une métaphore, mais on ne peut pas faire autrement, sinon on ne va pas se comprendre, et qui vont le perdre, qui vont perdre des traits, Hmm. et qui, peut-être plus tard vont le reprendre. Donc la socialisation est importante, et souvent l'école joue un rôle majeur. Ok. Et est-ce que oui, c'est un élément majeur dans notre évolution? On sait que si les accents, il y en a toujours eu. Enfin, c'est dès que Oui, ce que la langue est apparue, il y a eu forcément des accents en fait. oui. Dès qu'il y a, donc encore une fois, le langage humain, c'est une faculté universelle. On est tous Hmm. capables de s'exprimer, d'exprimer nos pensées, nos émotions, etc., à travers le langage humain, qui est universel. Mais ce langage humain, il se déploie à travers des langues qui sont différentes, et qui sont de familles différentes. Il n'y a aucun rapport entre le chinois, le mandarin, l'arabe, l'espagnol, le quechua, l'inuktitut, etc. Donc, c'est des systèmes totalement différents qui, parfois, vont utiliser des tons, des fois, bon, bref, c'est totalement différent. Euh, dans chaque langue, il y a des variations. Dès qu'elle est parlée, encore une fois, par une communauté suffisamment importante sur un espace suffisamment large. Et il y a toujours eu ça. On a des traces chez les Grecs, dans les comédies d'Aristophane ou autres, c'est-à-dire que Aristophane faisait parler des personnages. En gros, lui, bah, il a l'accent de tel endroit, de tel Hmm. endroit. Lui, les paysans, ils parlent comme ça, comme on le retrouvera beaucoup plus tard chez Molière. Mais donc, effectivement, il y a toujours eu ça. Et c'est d'ailleurs précieux parce que c'est les témoignages des anciens écrits qui nous disent qu'il y avait des variations. Ouais. Ah oui, c'était écrit vraiment. Les gens disaient, les gens l'avaient noté en fait comme phénomène. Oui, oui, oui. Et en gros, Aristophane essayait de trouver des trucs pour montrer, en gros, pour marquer l'accent, pour dire un tel il parle comme ça, un tel il parle comme ça. Comme Hmm. nous, si on veut marquer un accent marseillais, on va mettre un G à la fin, le pain, putain, on va mettre un G pour Hmm. montrer ça. Ben voilà, Aristophane faisait pareil dans ses comédies. Et là, on est, Aristophane, sauf erreur de ma part, au 4e, 3e siècle avant notre ère. Je crois que c'est vers moins 300 quelque chose. Donc voilà. Ouais. Mais il y a sûrement des témoignages un peu plus anciens aussi, quoi. Et à l'époque, c'était déjà une manière de séparer les populations entre elles. Enfin, est-ce que dans les écrits, on voit déjà apparaître une Oui. sorte de différenciation sociale, on va dire. Ben oui, parce que les accents populaires sont toujours considérés comme ben voilà, moins prestigieux, plus ridicules, etc. Les Hmm. parlers prestigieux, évidemment, ont l'aura, le prestige qui va avec. Euh, mais en fait, les questions linguistiques ont toujours fait ça. Si on prend le mot barbare qui vient des Grecs, donc les Grecs, en fait, appelaient barbaroi tous ceux qui ne parlaient pas grec. Parce que les Grecs avaient une haute idée d'eux-mêmes, c'était la civilisation, puis le reste, c'était les barbares. Mais pourquoi Ouais. les appeler barbares? Parce qu'en fait, comme ils ne comprenaient pas les langues des autres, ils disaient qu'ils faisaient brr, 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 c'est-à-dire des bruits, des Hmm. borborigmes, comme on dit. Et donc, en fait, barbare, c'est un mot qui veut dire qui ne parle pas grec, qui parle bizarrement, quoi. Ok. Donc, l'étranger, c'est celui qui ne parle pas comme moi. Ouais, c'est ça. Parce que oui, ils avaient aucune idée de ce qu'ils disaient, donc ils les ont un peu Bon. catégorisés tous dans le même Et ils s'en sac. foutaient parce qu'ils disaient non, ils n'ont qu'à parler grec, en gros, et c'est la seule Ouais, vraie c'est langue. la seule Donc, langue ouais. qui existe. Ouais. Je vois que ça parle de patois dans le chat, c'est Ah, encore différent ça, parce que du coup c'est une autre langue à part. Enfin, comment on définit le patois par rapport à l'accent alors, la notion de patois, on va comment dire, on va la définir de deux façons. On va la définir de façon technique. On va dire qu'on a des langues. Les langues ont des variétés régionales qu'on peut appeler des dialectes, c'est-à-dire que ben, l'anglais américain, c'est un dialecte de l'anglais, l'anglais britannique est un dialecte, donc ça, c'est D'accord. des variations. Et le patois, ça va être une variation encore plus locale. Ah, c'est une échelle encore Donc, plus petite, c'est ça. ouais, mais on va éviter quand même, mais je vais dire pourquoi après, mais on va prendre le cas du français, enfin des langues régionales. Mhm. On va dire, voilà, j'ai l'occitan, parlé dans le sud de la France, donc l'occitan a des dialectes qui sont le provençal, le languedocien, le gascon, etc. Bon, et chaque village, chaque vallée, parfois, a son patois. C'est-à-dire, c'est le parler du coin. Et effectivement, quand on fait des enquêtes, il y en a eu depuis le 19e siècle au moins, hein, on sait que dans tel village, on va dire tel mot pour la brouette, le village d'en face, qui a 2 km, va utiliser un mot différent. C'est D'accord. la même langue, mais il y a des mots qui font
communauté. Et les gens ont appelé ça le patois. Mais alors pourquoi ils ont appelé ça le patois? C'est parce que ils ont intériorisé en fait un sentiment d'infériorité qui a été conféré par le français. Le français, qui a mis 10 siècles à s'imposer en France, était la langue de la puissance, du roi, etc. Et donc a écrasé petit à petit les autres langues. Et les gens ont fini par croire ce qu'on leur disait. En gros, vous ne parlez pas des langues. Il n'y a qu'une seule langue, c'est le français. Le reste, c'est des dialectes ou des patois. Et patois, c'est une appellation péjorative, en fait. C'est une appellation qui veut dire c'est pas vraiment une langue ce que vous parlez. Okay. Et donc, aujourd'hui, des gens emploient le mot patois, et c'est pas grave. Moi, j'ai rien contre quand les gens disent, moi, c'est le patois de mes grands-parents, j'ai vu, etc. On a le droit de dire ça, puisque les gens nomment ça. Mais il faut savoir que derrière, il y a plusieurs siècles de mépris, en fait. Parce qu'en fait, c'est la langue. Le patois, c'est de la langue. C'est juste une variété locale d'une langue, quoi. Voilà. Ok, je vois. Et est-ce qu'on utilise, enfin les gens qui utilisent encore justement leur dialecte, leur patois, est-ce que c'est encore une manière de résister un peu à la langue qui se veut être la langue dominante, ou est-ce que ça l'a été peut-être à une époque comme ça, peut-être plus trop aujourd'hui? Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est une manière de résister ou dans quelle mesure c'est une... En tout cas, ça peut être utilisé comme ça. Après, c'est plus une survivance. Alors, ça dépend. Il y a des gens qui ont pratiquement perdu l'usage de la langue. Donc, on a des langues qui sont parlées uniquement que par les grands-parents ou les arrière-grands-parents, mais qui encore ne le parlent pas au quotidien. Donc, c'est des bribes. Après, il y a des langues dites régionales qui sont utilisées par des gens au quotidien. Je pense au corse dans certains cas, je pense au basque dans certains cas, mais je pense surtout au créole français, que ce soit le créole réunionnais, guadeloupéen ou autre, qui sont parlés au quotidien. Donc ça, on ne peut pas dire que ce sont des... Et là, ça peut être de la résistance parce qu'on peut faire l'usage de la langue. On peut faire un usage militant de la langue, on peut utiliser cette langue volontairement, alors que tout le monde est plus ou moins bilingue, quand tout le monde parle français. Donc oui, ça peut être des usages de résistance. Ouais. Ok, aujourd'hui, combien on peut les dénombrer, justement, tous ces dialectes, tous ces patois, où il y en a beaucoup trop, où c'est difficile, où même la question ne se pose pas tellement qu'il y a des variations? Ça dépend de l'échelle qu'on veut prendre, et ça dépend. Voilà. Si on parle des langues dites régionales de France, il y en a entre 50 et une centaine, parce que si on compte les langues de Guyane, les langues de Nouvelle-Calédonie, si on compte les différents créoles, les langues de l'Océanie, on a des micro-langues qui sont parlées par quelques centaines ou milliers de personnes, mais tout ça, ça nous fait entre 75 et une centaine de langues. Après, ça dépend si on considère l'occitan comme une langue ou comme 6 langues avec le provençal, etc. Ouais, c'est ça. Ça dépend des regroupements, le découpage qu'on fait, quoi. Exactement, ça dépend de l'échelle. Mais il y a plusieurs dizaines de langues parlées en France avec des variations au sein de chacune. Donc, ça fait plusieurs dizaines. Mais là, on n'est pas sur les accents. Ouais, là, voilà, c'est ça. Là, on est juste sur les langues, parce que pour la problématique des accents, c'est encore plus compliqué, parce que du coup, il peut y avoir plusieurs accents pour une même langue. Pour un même parce dialecte. que alors il y a des accents au sein du même langue, il y a des accents urbains qui vont émerger. Par exemple, on va parler de l'accent. Donc du coup, ça, c'est un autre degré de classification. C'est qu'au lieu de classifier en région, pour une même région, on va y avoir l'urbain et le rural, quoi. C'est ça? Enfin, une autre manière de... Alors, je vais prendre le cas que je connais le mieux, celui de Marseille. Quand moi je parle de l'accent marseillais, c'est à la fois, ça englobe à la fois un accent provençal, mais à la fois, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que des gens qui sont pas marseillais vont dire « Ah ouais, mais l'accent marseillais, il est différent, il est plus vulgaire, il est plus ceci, il est plus cela. » Et des gens vont dire l'accent provençal, il est plus chantant. Alors, c'est à la fois, ça repose sur des faits qu'on peut mesurer, des faits phonétiques ou prosodiques qu'on peut mesurer, mais à la fois, il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup de clichés. Marseille étant un port qui a toujours eu une sale réputation, pour le reste de la Provence, l'accent marseillais, c'est l'accent des dockers, des trafiquants, des étrangers, tout ce que tu veux. Donc, du coup, on lui attribue des propriétés, même un peu fantasmées, même si ce n'est pas tout à fait ça, en disant il est plus rugueux, plus... Voilà. Donc, on est sur ce genre de choses. Mais Marseille est une ville tellement puissante au niveau identitaire qu'effectivement, aujourd'hui, on peut dire il y a l'accent marseillais. On ne va pas dire la même chose, on ne va pas dire l'accent de Tourcoing. Si Darmanin nous écoute, c'est rare, on ne va pas dire tu as l'accent de Tourcoing. Enfin, si, peut-être là-bas dans le coin, mais ce n'est pas un accent national. Alors que si on prend les accents nationaux, on va avoir l'accent de Toulouse, l'accent lyonnais, l'accent stéphanois, l'accent du Nord, mais on ne va pas dire tu as l'accent de Poitiers. On ne va pas dire tu as l'accent de... je ne sais pas, enfin, il y a des gens de Poitiers qui nous écoutent, mais voilà, ce n'est pas des métropoles, des villes qui génèrent un sentiment identitaire très fort. Et pour vous montrer à quel point ça peut être fascinant,
Si on prend l'accent de Manchester, donc on est au Royaume-Uni, Hmm. les dialectologues montrent qu'il n'y a jamais eu d'accent de Manchester sur les cartes, comme depuis le 19e siècle, quand on étudie ça, il n'y a pas de parler propre à Manchester. Mais D'accord. Manchester est devenue une ville tellement puissante au niveau identitaire, avec les groupes de musique, avec le club, etc., qu'aujourd'hui, les gens disent ouais, moi j'ai l'accent de Manchester. Donc c'est pas forcément vrai au niveau phonétique, c'est l'accent d'une grande région en fait, Hmm. mais c'est classe, c'est mieux de dire c'est l'accent de Manchester. D'accord. Mais même si ça n'a pas de réalité scientifique, en Ouais, fait, il y a une ouais, sorte phonique, c'est de pas. Ouais, création culturelle artificielle qu'on a envie de c'est un peu ça. s'attribuer Ouais, pour des raisons identitaires, quoi. c'est C'est un peu marrant ça. comme. Mm. Et il y a une bonne question sur le l'argot, en fait. Quel est le lien entre le l'argot et le patois? Déjà, l'argot, qu'est-ce que c'est? Alors, l'argot, c'est une façon de parler propre à un groupe social qui essaie de ne pas être compris. Alors, c'était autrefois l'argot des voleurs, notamment, qui ne voulaient pas être compris, évidemment, des gendarmes, des soldats, etc. Ouais. Donc, ils codaient leur message. Hmm. Et puis, très vite, ça a été connu. L'argot est devenu, elle est entrée dans le parler familier dès le 19e siècle, alors avec Hugo, avec Vidocq, avec des gens, des romanciers qui l'ont utilisé, puis dans les polars. Et aujourd'hui, l'argot n'est plus vraiment cryptique, mais on a plein de mots d'argot dans notre parler. Par exemple, si je dis la thune, du flou, du pognon, de l'oseille, Hmm. tous ces termes familiers, autrefois, c'était de l'argot. Quand les gens avaient un message avec on va toucher de la thune, ben, les Hmm. gens ne savaient pas ce que c'était la thune. Donc, eux, c'était codé. Aujourd'hui, c'est devenu familier. Donc, déjà, l'argot, c'est quelque chose qui est de plus en plus rare parce que on a des langages de plus en plus communs. L'argot et le jargon, ont des points communs. Par exemple, le jargon de Twitch, le jargon des gamers, etc. Il y a des termes, Ouais. effectivement, si tu n'es pas dans le milieu, tu ne comprends pas. Quoi. Ok. Spawn, machin, j'ai up, machin. Si tu sais pas, tu sais pas. Sub. Donc, ça, voilà, il y en a plein. Donc, et plus je vieillis, moins je comprends ces trucs-là, c'est normal. C'est Et normal. donc, là, tu es sur le jargon, mais qui, on va dire, c'est proche de l'argot. Hein, on va dire, Hmm. mais l'argot a un côté un peu plus péjoratif, c'est un peu plus populaire. Le jargon, c'est plus technique spécialisé. Tu as un jargon des médecins, un jargon des gens des médias, etc. Bon, voilà. Ouais, d'accord. Et juste pour répondre au parler banlieue, ça, c'est différent. C'est pas forcément de l'argot, c'est des variétés qui sont à la fois sociales, générationnelles parfois, parce Hmm. que c'est surtout les jeunes, et métissées avec des influences d'autres langues. C'est un sujet qui mériterait une séance à part entière, ça. C'est compliqué. Oui, et puis c'est marrant parce que ça se transmet. Alors, c'est plus tant la géographie qui compte. Enfin, si, un petit peu initialement, mais ce que je veux dire, c'est que comme c'est plus générationnel et aussi voilà, rattaché à un groupe social particulier, ça se développe. Enfin, un même langage de banlieue peut se retrouver dans différents endroits en France, quoi, même s'il va y avoir après des variations locales aussi. C'est ça. Donc ça fait des Ouais. mélanges assez Ouais. complexes à étudier, Et, ça. et- et tu peux avoir une personne, et c'est là que c'est fascinant, tu peux avoir une personne qui est jeune, d'une certaine origine, qui va avoir Hmm, des traits de l'accent dit ou du parler dit de banlieue, hmm. mais qui en même temps va avoir un accent local. C'est-à-dire que tu vas avoir des Ouais. jeunes qui vont avoir l'accent marseillais dans l'accent banlieue, tu vois, pour faire vite. Donc, c'est là que c'est compliqué et intéressant, c'est que tu as des paramètres croisés, des facteurs croisés, qui nécessitent justement des outils méthodologiques, théoriques pour faire le tri, pour pas dire, ouais, ça c'est du parler racaille, ça c'est du patois, parce que là tu t'en sors pas. Là, tu n'es pas dans Ouais, la c'est ça. science, tu es dans des étiquettes a priori. Ouais, c'est ça. Et tout le monde adore en juger assez rapidement, hein. Nous, les premiers. Enfin, c'est normal d'avoir envie Normal. de mettre les gens dans des groupes et de les identifier. C'est un peu facile de le faire, mais on le fait naturellement. Mais après, voilà, quand on étudie ce genre de choses, il faut vraiment décomposer en fait la langue en petites parties et vraiment identifier quelle partie vient d'où et C'est ça. pour retracer vraiment les origines, quoi, et voir que c'est extrêmement complexe en fait. Il y a une question de FreeGeek54 qui demande le français actuel est basé sur quelle langue régionale? Déjà par français actuel, on sous-entend, j'imagine, le français qu'on appelle. Comment il s'appelle officiellement le français de base? Enfin, est-ce qu'il a un nom? Enfin, même Alors, s'il n'a pas de raison d'être scientifique, on va dire, ouais. il a une raison d'être culturelle, on va dire, mais Alors, on va comme dire que on va l'appeler le français standard. C'est un le peu le nom. standard, c'est ça? C'est le nom Voilà. officiel, standard, ok. Ouais, je vois que voilà quelqu'un qui l'a répondu. Donc c'est le standard. Alors le problème c'est que standard c'est compliqué. On est chiant, hein, les scientifiques. On dit oui c'est compliqué. Ouais. Mais c'est ça l'intérêt. Oui, c'est ça les Donc sciences. C'est pour ça que c'est cool le, les sciences. Parce que c'est bah compliqué. oui, bah ouais. Et on essaie de le rendre simple, c'est Mais l'expliquer oui. quoi. C'est compliqué. Alors le français standard, on va dire, c'est à la fois le français commun, c'est-à-dire que c'est le français qui permet à tout francophone de se reconnaître, donc qui est un dénominateur commun qui fait que je suis capable de faire une phrase et malgré mon accent, malgré mon âge, malgré mon origine, tout le monde va me comprendre. Euh,
Mais ce standard n'est pas politiquement innocent parce que le standard est imposé par un groupe dominant. Parce que si demain, je reprends Marseille, si demain Marseille devient la capitale de la francophonie, pourquoi pas? Voilà, imaginons demain je prends le pouvoir à Marseille, je lève une armée, je dis maintenant vous allez tous parler. Le standard, ce sera le parler marseillais. Et ce sera de dire la rose, ce sera de dire le pain, ce sera de dire tu partis, des choses comme ça. Donc, c'est toujours un groupe dominant qui impose son standard. C'est pour ça que c'est pas innocent. C'est pas juste un truc neutre. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Après, il y avait une première question, c'est d'où vient en fait, quelle variété on utilise. Alors là aussi, un jour, ça mériterait un truc entier sur l'histoire de la langue française parce que c'est fascinant. C'est une histoire de. Enfin, on peut raconter ça comme les évolutions de la langue. Mais en gros, c'est pas le français de Paris parce que c'est en gros, hein, quand le nord de la France parlait ce latin qui s'était transformé en quelque chose qui n'était déjà plus latin, etc. Il y avait plusieurs parlers. Il y avait le parler d'Île-de-France, mais il y avait le parler picard, il y avait le parler champenois, il y avait plein de variétés qu'on appelait des dialectes. Bon. Et c'est pas le parler de Paris qui s'imposait, c'est une sorte de mélange de différents parlers du Nord, celui de Paris, mais aussi celui de Normandie, etc., qui se sont mélangés autour de Paris. Pourquoi? Parce que Paris était une plaque tournante du commerce, mais aussi de la littérature. Et les écrivains qui écrivaient chacun avec les mots de son patois, tout ça, à un moment donné, ils ont dit, bon, on va écrire à peu près de la même façon. Ils ont quelque part fabriqué un standard littéraire qui petit à petit s'est imposé comme la langue du roi, etc. Donc c'est le français d'Île-de-France qui s'est imposé, mais pas le français parlé par les Parisiens, mais un français un peu littéraire commun au nord de la France. Ok, de la région nord qui est pas vraiment délimitable. Bassin parisien avec les influences des régions autour. Ok. Il y a d'autres questions super intéressantes là qui arrivent progressivement. Oui, avec la mondialisation, du coup, est-ce qu'on va tous parler anglais? Parce que tu parles beaucoup de langue dominante et qu'on a tendance à se référer toujours à une langue qui est la plus importante et que après, c'est notre standard, quoi, finalement. Est-ce que avec tous ces échanges qu'on a, la mondialisation, tout ça, et qu'on se plie progressivement un peu tous à l'anglais, est-ce que toi, tu vois la disparition progressive du français par rapport à une langue internationale, ou tu penses qu'il y aura toujours localement des langues? Attention, je vais spoiler. Non, il y a entre 200 et 300 millions de personnes qui ont le français comme langue première. Je veux dire, il y a des gens qui essaient de faire peur, qui disent le français va disparaître. Vous savez, quelque part, c'est presque les théories du grand remplacement, quoi. L'Académie française ou d'autres personnes qui font ça, mais c'est ridicule, c'est grotesque. Le français a 200, 300 millions de personnes en langue 1, et il y en a peut-être, je ne sais pas combien, plusieurs centaines de millions qui l'ont en langue 2 ou langue 3. Donc, il faut arrêter. C'est une langue puissante, parce qu'il y a une politique puissante, parce qu'il y a une économie puissante, parce qu'il y a une littérature puissante, parce qu'elle est sur les réseaux, etc. Donc, non, le français n'a pas disparaître au profit de l'anglais. Oui, il y a du snobisme, oui, il y a des jargons, etc., mais ça a toujours été le cas. Et il faut juste arrêter de déstresser. Quand je dis des trucs parce que là, on touche les domaines qui me plaisent et qui m'énervent, c'est-à-dire tous les clichés. Quand des gens disent « Ouais, l'anglais envahit le français », juste rappelez-vous d'une chose, qui a envahi l'anglais? Les Français, les Normands. Au 11e, et 12e et 13e siècle, quand les Français, les Normands ont conquis l'Angleterre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont imposé le français, enfin l'anglo-normand là-bas. Et donc, pourquoi on a plein de mots d'origine française, d'origine latine dans l'anglais aujourd'hui? Parce qu'on l'a imposé. Donc, il faut juste arrêter d'avoir peur parce qu'on dit 2-3 mots en anglais, quoi. Oui, il y a un snobisme, oui, des fois, on peut dire des mots français à la place, mais il n'y a pas de crainte à avoir du tout. Ça, c'est bon. C'est bien, ça rassure parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui pouvaient se poser la question. Bien sûr, bien sûr. Mais on a une langue assez forte qui est encore pas mal utilisée. Est-ce que ça implique, voilà une question un peu rigolote, est-ce que étudier les accents, ça implique de savoir les faire soi-même? Non, malheureusement. J'essaie des fois. Alors, tu t'entraînes? Je fais très très mal. Enfin, je veux dire, voilà, évidemment, je vais essayer de faire un petit peu difficile de faire l'accent québécois. Si je fais ça, les Québécois me tuent parce que c'est pas du tout ça. Je fais la caricature à mort, quoi. Donc, non, malheureusement, ça n'aide pas. Après, on sait qu'il y a des traits, on a quelques éléments comme ça qui nous permettent de dire, mais non, je ne suis pas capable d'imiter ça. Ouais, par curiosité, quand tu lis des publications qui parlent des accents, comment on retranscrit à l'écrit un accent, en fait, dans une publication scientifique? Est-ce qu'on utilise la phonétique? Est-ce qu'il y a des termes ultra spécifiques pour dire faut avoir la bouche pincée de telle manière ou la langue qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Enfin, je raconte n'importe quoi, mais... mais si on me dit que c'est si on me dit que c'est un R uvulaire, si on me dit que si on me dit que c'est une affrication, si on me dit que c'est une diphtongue, je sais, moi, parce que ça te parle. Ce que ça veut dire. Ouais. Mais sinon, le plus simple, c'est l'alphabet phonétique international.
Donc, je vous recommande simplement de regarder. En fait, on a, donc, vous savez, c'est comme le tableau périodique des éléments de Mendeleïev. On a à peu près l'équivalent, je dirais. On a l'alphabet phonétique international, donc API ou IPA. Alors, c'est pas la bière, mais c'est International Phonetic Alphabet. Vous pouvez trouver ça en ligne n'importe où. Et avec une centaine de signes, on va dire, de symboles, on peut décrire toutes les langues du monde, y compris les langues à clic. Je ne sais pas si vous connaissez les langues à clic. Ah non, j'ai jamais entendu, Alors, c'est quoi? Les langues à clic, c'est des langues qui sont notamment parlées dans le sud de l'Afrique, les langues Khoisan. C'est des langues dans lesquelles un clic a un sens. C'est-à-dire que moi, si tu fais tu viens, Ah oui. le n'est pas dans la langue. Voilà. Ouais, Alors que dans certaines langues, les gens vont et ça a une valeur. Ou ça va être un clic aussi qui va avoir un sens. Donc on est capable, avec cette centaine de symboles, de transcrire toutes les langues du monde. Voilà. Donc il suffit que quelqu'un m'écrive ça en phonétique, je peux le. Ouais, tu peux le prononcer correctement, enfin exactement comme il faut le prononcer. Oui. Ouais, c'est bien fait. Bon, j'aime bien l'analogie avec le tableau périodique. En tant que chimiste, ça me plaît pas mal. Ok, ouais, non, mais j'ai fait le tour des questions du chat. Donc c'est bien parce on a bien posé le sujet là autour de ce que sont les accents et les différents accents qui existent, la subtile différence. Et déjà, on a un peu abordé le côté, en fait, du lien entre l'aspect social et le parler, quoi, puisque il y a des accents qui sont plus évoqués dans certaines régions par certaines catégories de personnes, etc. Et tu l'as évoqué avec ce rapport d'accent dominant, enfin de standard qui domine tout le reste. Et donc toi, tu as étudié en particulier justement la discrimination aux accents. Et donc quand on parle, c'est vrai, naturellement, ce qui nous vient à l'esprit naturellement, quand on parle de discrimination des accents, c'est l'accent du Sud, souvent qu'on a l'impression qu'il fait moins sérieux. Et donc toi, tu as étudié ça spécifiquement, comment l'accent est perçu, moins sérieux. Enfin, comment tu traites de cette question? Moi, je trouve ça super intéressant, mais quelle est l'approche? Alors, le point de départ, c'est que j'avais commencé à travailler sur la diversité des accents du Sud parce que, en tant que personne du Sud, quand on me disait « Ah ouais, t'as l'accent du Sud », pour moi, ça veut rien dire parce qu'il y a des accents du Sud déjà. Donc, l'accent niçois, c'est pas l'accent de Marseille. L'accent de Marseille, c'est pas celui de Montpellier. Celui de Montpellier, c'est pas celui de Toulouse, etc. Donc, mais c'est la même chose. Si je dis « Ah, toi, t'as l'accent du Nord », ça veut rien dire parce qu'entre Rennes, je sais pas, Strasbourg, Lille, c'est pas du tout le même accent. Donc, j'ai fait le tour en fait du sud de la France avec mon enregistreur. Je suis allé rencontrer des gens, connus, pas connus, et je leur ai posé des questions. Parlez-moi de votre accent, vos accents, etc. Et donc les gens m'ont décrit leur accent. Alors je suis allé en Corse, je suis allé dans le sud-ouest, beaucoup, Pays-Bas. Bon bref, voilà. Et au fur et à mesure, donc j'ai collecté des entretiens comme ça de gens qui parlaient leur accent, mais j'ai eu beaucoup de discours comme ça de discrimination, ça m'a frappé. Du coup, après, j'ai poursuivi dans cette direction-là, parce que les gens disaient « Ouais, mais on s'est foutu de ma gueule, ouais, mais j'ai pu dire que c'est un boulot, ouais, mais… » Donc, j'ai collecté beaucoup de choses comme ça. Je ne suis pas le seul, parce qu'il y a notamment un collègue, Philippe Blanchet, qui a mis en avant la notion de glottophobie, dont on va reparler, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Mais c'est vrai que moi, je suis arrivé avec des dizaines comme ça, et en fait, il y en a des centaines, des milliers de témoignages comme ça, de personnes qui disent « À un moment donné, mon accent a été un problème. » Et là, on a deux catégories d'accents en France. On a, j'allais dire, les accents qui n'auront jamais aucune chance, c'est-à-dire il y a beaucoup d'accents en fait, qui ne sont même pas considérés comme sympas. C'est rare sympa que les gens… Ouais, en tout cas, personne va dire « Ah, mais l'accent d'Épinal, il est sexy. » Waouh, l'accent du Havre, non, personne… Ça fait partie des accents qui ne sont pas considérés comme sexy ou comme sympas. On ne va pas dire l'accent du Havre, ça m'évoque les vacances, parce que c'est pas là qu'on va en vacances. Oui, ouais, c'est ça. Parce que justement, quelles sont les raisons qui nous poussent dans un jugement positif ou négatif? C'est parce qu'on les associe à certaines choses? Exactement. Exactement, c'est pas du tout lié aux qualités sonores, parce que ça n'a aucun rapport. Justement, excuse-moi de te couper, parce que moi j'aurais dit ça intuitivement, parce que on est bien sensibilisé à la musique, tu vois, et toutes les musiques n'évoquent pas les mêmes émotions chez nous. Il y a des musiques qu'on qualifie de tristes, de dures, ou alors au contraire des joviales et des sympathiques. Pourquoi il n'y aurait pas la même chose dans la langue, dans les accents, en se disant que cet accent est mélodieux et est plus agréable à l'oreille, et d'autres… parce que moi, intuitivement, j'aurais dit qu'il y aurait une composante musicale, tu vois. Mais tu as l'air de dire que non. Tu as raison. Si, il y a une composante musicale. Elle n'est pas première d'après moi, mais elle est là aussi. C'est-à-dire que quand on dit que l'accent du Sud est chantant ou que la langue italienne est chantante, c'est vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de tels contrastes entre le fort et le faible, que effectivement, ça fait plus ça. Alors que
Si je prends la langue française est une langue dite plate ou à accent plat, parce que l'accent se place en fin de groupe de mots. C'est-à-dire que là, quand je suis en train de parler, je pourrais faire une phrase qui dure longtemps, etc. Et c'est à la fin du groupe de mots que je mets l'accent. Alors que, si je parle à Marseille, tu viens, oh, bon appétit, oh collègue, ça va, on va manger la yoli, ça fait ça. Comme en italien, on parle l'italien. Donc, oui, il y a une réalité musicale, tu as raison, il y a une composante musicale, j'aime bien ça, effectivement, il y a ça joue. Mais ce qui est très important aussi, c'est les images, les stéréotypes, les clichés, les représentations sociales qui sont associées à ça. Quand tu entends un accent, en fait, et après, je vais donner un exemple que je trouve fabuleux pour comprendre ça. Quand tu entends un accent, tu entends la musique, mais tu entends tout de suite aussi autre chose. Si tu entends l'accent corse, tu as forcément, si tu es français, et j'insiste bien, plein de clichés. Si tu entends un accent de Suisse romande, tu vas dire « Ah, c'est un Suisse, donc il est montagnard, donc il est un peu dans ses montagnes, et donc il parle doucement comme ça. » Donc je précise que je fais un cliché, là, j'imite pas. On ne se moque de personne ici, hein, malgré les sourires qui se distinguent sur nos visages. Non, mais c'est normal, on peut en jouer des accents, c'est pas grave. Moi j'aimerais bien que tu fasses mon accent après, si tu l'as. L'accent lyonnais. C'est un peu plus comme ça, mais non, je l'imite très mal. Mais pour moi, tu vois, ça fait un truc un peu plus comme ça. Pour moi, c'est une tension vocale qui n'est pas dans le... Bon, bref. D'accord. Mais donc, tu as des clichés qui correspondent en fait à tes croyances, tes stéréotypes, tes représentations par rapport au groupe. Et qu'est-ce qui est associé au Sud alors, historiquement, hein, les congés payés, tout ça, c'est les vacances, le soleil, la pétanque, nanana. Donc, après, ça dépend. Si tu es à Marseille, ça va être la pétanque, la bouillabaisse et l'OM. Si tu es dans le sud-ouest, ça va être le cassoulet, la chocolatine, j'ai vu que ça apparaissait, des choses comme ça. Donc, tu as d'autres images du sud qui apparaissent. Dans tous les cas, c'est sympa. Et c'est là qu'on a l'ambiguïté des accents du sud, parce que, encore une fois, je dis, tu as des accents qui n'ont même pas l'ambiguïté. Encore une fois, l'accent du nord, il est souvent, à part évidemment pour les gens qui sont dans le nord, mais il est souvent mal considéré. Je dis pas que c'est bien, je dis que c'est comme ça. Au niveau national, l'accent du Nord, l'accent ch'ti, l'accent du Havre, etc. Les gens n'ont pas trouvé ça sexy. Bon. Les accents du Sud, oui. On va dire, oh, c'est sympa, j'adore ton accent, c'est chantant. Oh, ça m'évoque les vacances. Oh, vas-y, parle, ça me fait rire. Donc, il y a un côté positif. Et qui peut même être socialement valorisant. Tu es dans un groupe, en entreprise. Tu as un Strasbourgeois. Alors là, je vais me faire que les ennemis. Tu as un Strasbourgeois, tu as un Lillois, tu as un Lyonnais, tu as un Stéphanois, tu as quelqu'un de Clermont-Ferrand, tu as un Brestois, tu as un Marseillais qui parle avec un Toulousain. Ben, les deux, en général, vont s'attirer la sympathie parce qu'ils ont des accents du Sud. Et ils peuvent en jouer. Donc, ça peut être socialement valorisant. La limite, c'est quand tu veux atteindre quelque chose de supérieur et notamment tout ce qui concerne le sérieux. Quand tu veux avoir des professions où il faut montrer un certain sérieux, une certaine garantie. Là, c'est là que tous les témoignages concordent. On te dit, votre accent est sympa, mais ça ne fait pas sérieux. Et à partir de là, tu perds le côté sympa, le côté positif, tu bascules du côté négatif. Ouais, c'est rigolo, mais... Et ce mais, c'est vous ne pouvez pas faire de la radio, vous ne pouvez pas faire de la télé, vous ne pouvez pas être prof de français, vous ne pouvez pas être comédien dans cette pièce, etc. Ou alors vous faites les seconds rôles, ou alors vous restez en province, ou alors vous faites de la radio, mais vous faites le sport et la cuisine. Voilà. Et là, ça t'enferme. C'est là qu'on est dans la discrimination. Ouais. Et donc, je vais donner ce contre-exemple qui est fabuleux. Il y a quelques années, donc j'étais en cours, je donnais cours, et je demande à une étudiante de lire un texte de linguistique, un texte pas du tout intéressant. Donc elle lit à haute voix, et je me rends compte que ça réagit dans la salle. Pourquoi ? Parce qu'elle avait un accent des quartiers nord de Marseille très fort. Donc un accent, on va dire, banlieue, etc. Bon. Et comme c'était un cours de linguistique, de sociolinguistique, je dis, bah, écoutez, vous voyez, il vient de se passer un truc là, on va l'étudier parce que c'est intéressant. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors voilà, on a discuté, on a levé le malaise un petit peu, mais juste avant, au moment où la fille termine sa lecture, il y a une voix au fond de la salle qui dit « Oh, j'adore cet accent, c'est trop beau !» Et là, on regarde la fille, et c'était une étudiante qui était, je crois, alors, hongroise ou polonaise, je ne sais plus, qui, elle, n'avait entendu que la musique. Et je reviens à ce que tu disais, elle n'avait entendu que la musique, parce qu'elle n'avait aucun cliché associé à ça. Elle ne savait pas que dire le quartier, etc., c'était associé à banlieue, à tout ce que tu veux, ou arabe, hein, tout ce que tu peux avoir d'image. Donc, elle n'avait que la musique. Donc oui, ça peut être aussi une question de musique, mais dès que tu entres dans la culture, dès que tu fais partie d'une communauté, tu as cet héritage, tu as ces représentations. Ouais, c'est ça, c'est très culturel, quoi. Elle comme elle n'avait aucun stéréotype, ça lui a paru juste joli à l'oreille, quoi. Donc, et oui, bah, du coup, tout ça, c'est véhiculé, en fait, par notre éducation, enfin, ce qu'on a vécu. Et on a nous-mêmes, naturellement, fait des associations de régions, en fonction de si on allait dans une région pour y travailler ou pour y passer des vacances.
Et ouais, on s'est créé en fait des jugements quoi, Mm, mm, sur ces accents. c'est ça. Et oui, l'allemand sonne dur. C'est vrai que souvent on a aussi ce stéréotype contrairement à l'italien qui fait plus mélodieux, l'allemand fait plus mal aux oreilles entre guillemets. Ça fait partie des. Toi, tu étudies un petit peu les langues l'étrangère ou non, pas trop. Enfin, tu t'es concentré sur les Non, mais accents. ces clichés-là, effectivement, reviennent, hein, Ouais. effectivement, parce que pour l'allemand, c'est très simple à expliquer. C'est le rapport qu'on a avec l'Allemagne depuis Oui, c'est ça. 1800 et quelques, c'est 3 guerres, c'est des clichés super racistes contre les Allemands. Hmm. Donc, du coup, les Boches, les Schleux, machin, etc. Ils parlent une langue qui est la langue de l'ennemi, de l'envahisseur, qui est une langue qu'on revoit dans les documentaires sur l'Allemagne nazie ou dans les films où les nazis jouent un rôle de méchants, gueulent, donnent des ordres, etc., sont des soldats. Donc, forcément, tu ne peux avoir qu'une mauvaise image. T'oublies que l'allemand est une langue poétique, est une langue du romantisme, est une langue de Hmm. l'opéra, c'est la langue de Goethe, etc. Donc effectivement, ta culture et tes rapports conflictuels avec les autres ne retiennent que comment dire ce que le conflit, enfin ce que le rapport actuel met en avant, quoi. Comme ont fait les Grecs avec les barbares, quoi, Ouais, finalement. exactement, exactement. Et je suis en train de regarder les autres questions. Il y Il a y a, plein de questions intéressantes. Je vous le ouais. dis, vous avez plein, et on ne pourra pas répondre à tout, mais voilà, c'est génial. Est-ce qu'il y a des accents qu'on ne reconnaît pas? Alors je vois pas dans quel sens on ne reconnaîtrait pas un accent. Peut-être parce qu'il y a un mélange. Est-ce que un individu lui-même, Ah ouais. tu as déjà eu des cas où des gens où tu t'es Oui, dit oula c'est un boogie boulga? Je sais pas un comment cas, ça. un gars donc qui est né, il est né à Lyon. Il a vécu en grande partie à Marseille et il a bossé en grande partie à Paris aussi. Hmm. Et ce gars, on raconte que quand il est à Lyon, on dit qu'il a l'accent marseillais, quand il est à Marseille, on dit qu'il a l'accent parisien, et à Paris, on dit qu'il a l'accent lyonnais. Et en fait, lui-même, il dit j'ai un accent hybride, c'est-à-dire qu'il a appris un peu de tout. Et donc, il peut avoir d'un coup une intonation du sud, d'un coup, il peut avoir le i lyonnais, tu sais, je vous y plie, Ah oui, le j'ai, Y là qu'on met voilà, partout là. voilà, le grec, après pour avoir un truc plus pointu. Donc, du coup, lui, il est hybride. Mais en fait, il y en a plus que ce qu'on croit de gens comme ça. Et Hmm. plus les gens sont mobiles, et en fait, je pense que après, on parlera de l'évolution des travaux sur les accents, mais plus tu es mobile, plus tu peux avoir tendance à hybrider des choses comme ça. Et si tu t'attends effectivement à ce qu'à tel endroit on parle tel accent, là si tu es dans du stéréotype, bah, ça marche plus tout à fait comme ça aujourd'hui. Après, peut-être que pour la question, est-ce qu'il y a des accents qu'on ne reconnaît pas, je pense que, encore une fois, si moi j'entends pour la première fois, on va dire, je sais pas, l'accent de. Allez, je vais parler de Poitiers. Imagine quelqu'un vient de Poitiers. Hmm. Bah, je ne sais pas quels sont les traits. Moi, je ne le reconnaîtrais pas, ou la plupart des personnes ne le reconnaîtraient pas, mais une personne qui est dans la région va dire ah, ça, c'est typiquement l'accent de Poitiers. Donc, oui, les accents qui n'ont pas de forte audience nationale, etc., peuvent n'être pas reconnus parce ils font un bruit faible, comme on dirait, c'est-à-dire qu'ils émettent, mais voilà, Ouais, et une puis faible radiation. j'imagine qu'il y a une question d'oreille aussi. Faut avoir grandi dans la région pour avoir développé une ouïe qui est capable de faire la distinction entre les variations entre les différents patelins. Alors que, enfin, je sais pas, j'imagine que c'est beaucoup aussi de la sensibilité au niveau de l'oreille qu'on ne développe pas tous de la même manière en fait, en fonction de où on a grandi. Et il peut y avoir des sons des fois qu'on entend, dont on n'entend pas la différence alors qu'il y en est censé y en avoir une. Donc je sais pas. Enfin, j'imagine que c'est relativement complexe d'un individu à l'autre. Ouais, c'est ça qui rend la chose intéressante aussi, c'est-à-dire que tu as comment dire, des influences historiques, tu ne peux pas y échapper, c'est comme ça qu'on parle depuis, parce que c'est l'histoire. Tu as des variations sociales, et là, c'est les milieux, le milieu dominant, le milieu dominé, enfin, on va dire milieu populaire, milieu ouvrier versus bourgeoisie, etc. Donc, tu es contraint par ton milieu. Si tu es né dans une famille où on parle avec un accent populaire, bah, tu as peu de chances de parler autre chose, sauf si tu vas à l'école, sauf si tu es mobile socialement. Et après, tu as l'individuel. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as entre l'oreille, entre la faculté d'adaptation d'une personne socialement, etc., tu peux avoir des variations importantes. Moi, j'avais 2 étudiantes qui étaient sœurs et qui disaient l'une avait l'accent marseillais très fort, l'autre pas du tout. Alors qu'elles avaient les mêmes réseaux de sociabilité. Pourquoi? J'en sais rien. C'est fascinant, mais j'en sais rien. Ah ouais, c'est fou. Et est-ce que C'est pas si automatique. les couples se prennent l'accent l'un l'autre aussi à force de vivre? On peut se dire qu'à force de vivre ensemble, on s'adapte à l'autre, Alors, non? Pas je spécialement. pense qu'il y a de la convergence, c'est-à-dire que oui, tu vas, par exemple, une personne qui va pas dire les E, dit muet,
Si moi je suis de Marseille, je vais avoir tendance à ne pas les dire parce que je vais converger. Et inversement, l'autre personne va avoir tendance à dire le pain et pas le pain. Ouais. Donc tu peux avoir des trucs comme ça. Après, pour que ça change en bloc, c'est plus long parce que, en fait, si tu as des raisons de garder des traits de ton accent, si tu n'as aucune raison de tout perdre, tu vas toujours garder des choses. Tu vas toujours garder, notamment il y a certaines voyelles, effectivement, qui sont difficiles à changer. Je pense, encore une fois, ce ing, ce on, etc. Sous le coup de la colère, ça va ressortir. Ouais. Donc, tu as les trucs qui sont faciles à enlever ou à estomper. Tu en as qui sont très forts, qui restent longtemps. Toi-même, tu me disais en off, je crois que tu parlais pas avec le même accent en fonction de à qui tu parles, c'est ça? Et que selon le milieu dans lequel tu es... Bien sûr. Mais tu le fais consciemment ou c'est inconsciemment que tu réfléchis pas? C'est tout le temps inconsciemment, mais comme je travaille sur le sujet, j'y pense, je me vois, je m'entends, enfin, j'entends tout. Quand les gens parlent, quand je parle, j'entends tout, j'analyse tout. Mais ça, c'est presque maladif. Mais le truc, c'est qu'on passe notre temps à s'adapter et on le fait avec plus ou moins, par rapport aux personnalités, avec plus ou moins d'amplitude. Moi, je suis très caméléon de manière générale. Donc, du coup, je vais avoir une amplitude plus grande. Il y a des personnes qui vont pas forcément changer beaucoup. Moi, quand je parle au téléphone avec mon frère, on sait de suite que, voilà. Oh, frère, ça va? Tu vas bien? Ouais, et toi? Ouais. Voilà. Mon fils il m'imite quand je fais ça parce qu'il le sait que. Ouais, donc, je vais avoir un accent marseillais super fort. Quand je vais au stade avec mes copains, on va au stade, on boit l'apéro, on chante et tout. J'ai un accent marseillais qui doit être monstrueux à certains moments. Là, je pense que pour certains qui connaissent déjà ma voix, je ne l'ai pas beaucoup. Et c'est pas conscient. Je cherche pas à me donner un style, etc. Enfin, j'ai aucune raison de le faire. J'ai rien à jouer. Et puis, étant Marseillais, j'ai absolument pas honte de cet accent. Et travaillant sur la discrimination, j'ai encore moins de raisons de le. Mais j'ai tellement l'habitude parce que j'ai été à l'université, parce qu'on quelque part on est contraint par le milieu social que inconsciemment je parle pas comme si je parlais à tous les Marseillais, mais que je parle à un auditoire plus large. C'est pas volontaire, mais ça le fait. Et voilà. Donc effectivement. Écoutons-nous, écoutez-vous les uns les unes les autres et peut-être que vous verrez que vous faites la même chose. Ouais. Est-ce qu'on peut créer un accent? Mais j'imagine que ça va dans la même... les accents évoluent d'eux-mêmes en fait avec l'histoire des civilisations, l'histoire des mouvements de population et ce genre de choses en fait, quelque part, non? Quand on alors c'est une question géniale, c'est Majouk qui pose cette question. Ouais. Et je l'adore et si vous permettez Majouk, je la réutiliserai en cours. Pourquoi? Parce que j'ai absolument pas la réponse et que c'est un défi théorique génial. C'est un défi théorique génial, ça faut que je note parce que on peut créer des langues. Tout à l'heure, j'avais vu que quelqu'un a dit pour rigoler, de toute façon, dans 300 ans, il faudra parler le Klingon pour se faire comprendre. Alors, c'est vrai que les langues imaginaires, les langues inventées, les langues artificielles sont de plus en plus présentes dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il y a les séries, parce qu'il y a les livres, parce qu'il y a les jeux vidéo. Donc, il y a même des langues comme le Klingon, le Dothraki ou quoi, qui ont plus de locuteurs que des vraies langues en train de mourir. Bon, ça, c'est un côté rigolo. Enfin, ou pas. Mais on sait qu'on peut créer des langues sans aucun problème. On sait le faire. Nous, on a un cours en master qu'on est en train de monter. On va s'amuser à fabriquer des langues comme ça pour montrer le fonctionnement des langues. Donc, c'est pas un problème. Est-ce qu'on peut créer un accent? Alors, je vais dire oui, parce que c'est du langage, donc on peut tout faire. Mais comment on fait? Je sais pas. Ce sera un exercice que je demanderai à mes étudiants au deuxième semestre. Ouais, mais c'est un super défi théorique. Comment on fait? Merci. Déjà, je trouve que, on fait déjà l'expérience un petit peu soi-même dans des groupes d'amis. Des fois, on développe un peu des mèmes entre guillemets. Enfin, les mèmes d'ailleurs, c'est une sorte de phénomène purement social qui permet justement au groupe de gagner en identité et de se sentir au sein du groupe. Et des fois, mais même sans parler de mèmes, il y a plein des mots qu'on peut créer au sein d'un groupe et qu'on ne fait que utiliser. Et puis les autres l'utilisent aussi parce que c'est une manière de... Alors là, c'est plus trop de l'accent, tu vas me dire, c'est plutôt de l'argot à ce moment-là, ce genre de vocabulaire plutôt très spécifique à un groupe, mais on pourrait presque inventer... des fois, ouais, ça arrive qu'un même mot, on le prononce d'une manière volontairement différente, parce que c'est le style de notre groupe, et que voilà, c'est comme ça qu'on crée une union, en fait, qu'on crée notre communauté. Je sais pas, t'en penses quoi? Ça pourrait être une sorte d'accent, ça, un peu, quelque part? Alors, ça peut être des accents, on peut avoir des accents de groupe. Ouais, sorte de mimétisme, quand on va... Ça. Tout à fait, ouais. En fait, chaque groupe génère des usages, des codes, des sous-codes qui vont permettre justement le ciment du groupe, qui vont permettre à ce groupe de garder son côté grégaire, c'est-à-dire qu'on s'agrège, on fait unité.
Après, les groupes sont soumis à des pressions. Donc, il y a le centrifuge et le centripète. Donc, tu as tendance à aussi avoir des appels extérieurs parce que tu es dans d'autres réseaux, etc. Ouais. Donc, soit tu maintiens ton groupe, tu vis qu'avec les gens, et dans ce cas-là, tu vas développer très vite des langages. Au-delà des codes, tu vas développer des langages communs, mais c'est de plus en plus rare. Donc, tu vas avoir tendance à prendre des traits de différents endroits parce qu'un coup, tu es gamer, un coup, tu es dans une famille, un coup, tu es dans une association, un coup, tu es à l'école, etc. Donc, tu vas prendre un peu de tout ça. Ce qui fait que tu ne peux pas créer un langage unique, commun, assez fort. Mais ça peut être un accent, il peut y avoir des intonations propres à un groupe. Après, est-ce que ce groupe est suffisamment puissant pour l'imposer à d'autres? En général, non. Mais pourquoi des mots naissent et pourquoi des mots apparaissent? Parce qu'à un moment donné, ça sort d'un groupe, ça plaît à un autre groupe. Et par contagion, c'est pas une belle métaphore, par contagion, hein, par diffusion, par rayonnement, en fait, on appelle ça la théorie des vagues en linguistique aussi, ça va arriver à d'autres et ça va s'imposer comme une variante, comme un trait qui va s'imposer à tout le monde. Oui, et puis ouais, c'est ça, il y a des mots qui peuvent être, ou des expressions qui peuvent être portées par aussi des célébrités, des gens populaires qui vont imposer le style. Par exemple, le mot, on n'est plus dans l'accent, là, on est plus dans la langue, mais le mot charreau, par exemple, j'ai pas l'impression que c'est un mot qui a gagné beaucoup de popularité, que tout le monde emploie maintenant pour dire diminutif de charognard, mais dans le sens qui est attiré par les conquêtes. Que ce soit féminine ou masculine d'ailleurs, conquête amoureuse j'entends, ou sexuelle, mais ça fait partie des choses comme ça où je me dis c'est marrant, tiens, on emploie ce mot maintenant, ça pourrait être pareil avec les accents dans une certaine mesure peut-être, enfin sur la prononciation. Pour la question d'accent, on va prendre Jou là, à Marseille, même au-delà, avec le Zumba Café. Voilà, Bebeu, pour dire Mombeu. Ah oui. Donc en gros, ce pseudo-accent brésilien, on va dire, qui croise en fait le provençal, parce que Beu en provençal, c'est un mot qui veut dire beau. Donc, mon Beu, il a fait exprès. Je pense que lui, quand il dit Beu, c'est le mot qu'on dit à Marseille, qu'il a entendu. Mais je pense pas qu'il sache que ça vient du provençal ou quoi. Donc du coup, il en a fait quelque chose, et c'est pas grave. Hein, il a fait un truc poétique qui se raccroche à d'autres trucs. Mais par exemple, pour ce mot, donc Beu, mon Beu, ça veut dire mon beau. Hein, pour mon Beu en provençal, c'est mon beau. On le voit écrit sur des réseaux sociaux, mais aussi, je pense à Florian Thauvin, l'ancien joueur de l'OM, qui écrivait ça sur des posts, mon Beu, B-E-W. En changeant la graphie, tu donnes l'impression que c'est un truc international ou brésilien ou quoi, alors que c'est juste un truc local. C'est pas grave. Mais du coup, ça se diffuse beaucoup plus parce que des gens comme ça, qui ont un impact très fort, vont diffuser ce truc-là. Donc, effectivement, ça peut, et un truc d'accent peut être pris grâce à ou des rappeurs ou des acteurs ou quoi. Ouais, c'est ça, des célébrités qui rendent la chose à la mode finalement, quoi. Qui a un prestige, qui a une aura, et du coup, tu vas imiter parce que tu imites des modèles. Et donc, un tel parle comme ça, donc inconsciemment ou par imitation, je vais parler comme une telle personne, et ça va donner plein de trucs, quoi. Mais après, ça peut se perdre aussi rapidement que c'est apparu. Ça peut être très éphémère. Ouais. Ça peut être très éphémère. Ouais. D'ailleurs, oui, dans l'histoire, il y a eu des accents qui ont disparu, non? Enfin, tu as étudié ça aussi un petit peu? Enfin, est-ce que on sait maintenant que dans l'histoire des langues, il y a eu certains accents qui sont apparus et puis après qui sont morts ou qui ont évolué en autre chose? Je sais pas. Des accents disparus. Alors, comme on a des langues mortes, on peut aussi avoir des accents morts. Donc... Alors, dans les langues mortes, il y a de vraies langues mortes et des langues zombies, on va dire. Par exemple, le latin n'est pas une langue morte. Ça, faut savoir, pas du tout. Le latin, alors, est une langue officielle, c'est la langue officielle du Vatican. Tu vas me dire, ouais, mais le Vatican, c'est 1 km², c'est particulier. Ok. Mais il y a quand même une personnalité qui s'appelle le pape, qui a quand même une certaine importance au niveau mondial, qui fait régulièrement des discours en latin. Donc, c'est pas si mort que ça, parce que les gens peuvent le comprendre. Il y a des textes qui sont encore rédigés en latin. Mais, alors, c'est plus une langue de communication quotidienne, on est d'accord. Mais le latin, on le trouve à l'école, à l'université. Tu peux lire du Astérix traduit en latin. Tu peux... Enfin, voilà, le latin est une langue qu'on peut aujourd'hui lire, étudier, etc. Mais, surtout... depuis la fin de l'Empire romain, vers le 5e siècle de notre ère, il n'a pas cessé d'être parlé, utilisé. C'est-à-dire qu'en fait, on croit que la chute de l'Empire romain, c'est la fin du latin, le latin classique, qui d'ailleurs remonte bien avant. Mais en fait, il n'a pas cessé d'être utilisé au Moyen-Âge par les clercs, par l'Église, par les scientifiques, etc. Et c'est que au fin 19e, début 20e, que le latin a vraiment cessé d'être une langue parlée par les intellos, etc. Enfin, et à l'écrit, il l'utilise encore à l'écrit. Après, bon, maintenant, plus personne ne l'utilise à l'écrit vraiment. Mais voilà, donc ça, c'est une fausse langue morte, c'est une langue zombie qui a une culture tellement puissante qu'elle est là. Le hittite est une vraie langue morte. Le hittite, c'est une langue qui était parlée en Anatolie, l'actuelle Turquie,
on a des traces, mais on sait qu'il n'y a jamais eu, enfin, au bout d'un mois, elle s'est éteinte, il n'y a plus personne qui l'a parlé, il n'y a rien. On ne peut pas lire un texte en hittite, il n'y a pas de. Voilà. Donc, pour les accents, je dirais qu'il y a forcément des accents qui ont disparu, c'est-à-dire qu'on n'a plus de traces de ça. Ouais. Après, tous ceux qui sont là sont les évolutions. Mais pour parler des accents français, pour dire d'où ils viennent là, leur histoire est relativement récente parce que les accents, qu'est-ce que c'est en français, hein? Les accents, c'est une façon de parler français qui garde trace des anciennes langues régionales qui étaient parlées autrefois au quotidien. Si je prends l'accent du Sud, l'accent marseillais, mais c'est valable pour les accents occitans en général, d'où vient cette mélodie, cette intonation? Ben, on la retrouve dans l'occitan. D'où viennent certaines consonnes nasales, voyelles nasales, etc. Ça vient de l'occitan. Ouais. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens, pendant une certaine période, au 19e par exemple, étaient bilingues. Ils étaient obligés de parler français, mais ils avaient encore la langue dans leur famille, dans leur village. Ils avaient le patois, comme on disait tout à l'heure. Donc, ils mélangeaient. Mais c'est comme nous quand on parle anglais. Ouais, bien sûr. Quand les francophones parlent anglais, rares sont ceux qui le parlent comme les natifs. Et en général, on va dire I am very happy to be here in this show today. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je parle anglais avec l'accent français. Une question sur le pape, il utilise l'alphabet phonétique pour ses discours traduits dans toutes les langues? Non, je pense qu'il y a des armées de traducteurs qui font le boulot à sa place. Ouais. Oui. Et il va pas s'embêter à apprendre toutes les langues. Ok, ouais, non, c'est super intéressant. On va revenir peut-être sur le côté la discrimination. En fait, ouais, donc quand on dit oui, cet accent fait pas sérieux, c'est parce que elle est trop connotée avec des images, des stéréotypes qu'on a, c'est ça. Et donc aujourd'hui, le seul français sérieux, entre guillemets, qui est qualifié de sans accent, même s'il en a un, c'est le français standard, quoi, en gros. C'est ça. C'est ça. Et c'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est que cet accent-là, il n'est pas désirable. C'est-à-dire, personne dit « Ouh là là, j'adore le français standard. Ouais, Waouh, j'adore le parler neutre. » Tu vois, c'est pas, personne ne va dire ça. Mais inconsciemment, ou en tout cas, la force d'attraction sociale est telle que tu sais que c'est la façon de parler qui va te causer le moins d'ennui. Et comme socialement, tu cherches en fait tes intérêts, tu cherches à bien te placer, à bien te faire voir. Et comme le langage est un moyen de distinction sociale très fort, ben, tu vas parler comme il faut pour te conformer. Si tu en as besoin. Si tu n'en as pas besoin, si tu restes dans ton village ou dans ta ville et que tu t'en fous. Bon, mais effectivement, les accents pas sérieux, du coup, se heurtent à cette réalité-là. Tu as un outil qui est l'accent standard, le français standard, avec lequel tu peux tout faire. Tu arrives avec ton truc un peu exotique, c'est bien rigolo, mais tu as un seuil que tu franchis pas. Ouais, c'est ça. Et à partir de là, tu es dans la discrimination. Ça concerne combien de pourcentage de la population, ces discriminations à l'accent, du coup? C'est les accents les plus marqués, j'imagine. Plus on est loin du standard en termes de sonorité, plus on y discrimine, non? C'est ça. Ouais. Tu as une enquête qui a été faite, alors c'est Jean-Michel Apathy, le journaliste qu'on connaît bien. Hein, Jean-Michel Apathy, c'est l'exception qui confirme la règle dans le paysage médiatique parce que c'est l'éditorialiste, le journaliste politique qui a un accent du sud-ouest basque et qui fait un truc sérieux, hein, parce qu'il voilà. Quand il parle de politique étrangère comme ça, donc il parle Marine Le Pen, vous avez dit que voilà, il parle comme ça, et personne va lui dire, enfin aujourd'hui, plus personne va dire oh Jean-Michel Apathy, tu devrais faire le rugby plutôt parce que c'est ça. Grotesque. Il a construit ça. Comment il a fait? Voilà. Si c'est l'exception, c'est un peu. Justement, dans ce livre-là, il y a un livre qui s'appelle J'ai un accent et alors, je vais en parler après. Dans ce livre-là, il dit que lui, il s'est jamais posé la question en fait. Que quand il était jeune, voilà, il a découvert l'accent justement quand quelqu'un est venu sur la place du village à l'époque, il était dans les villages des Pyrénées, hein, et quelqu'un où il dit mais je le comprends pas, il parle pas comme nous, donc voilà. Et après, quand il a fait ses études, tout ça, il a dit moi on m'a jamais vraiment discriminé parce que lui il s'est imposé, en fait il a réussi. Mais derrière lui, il y en a plein qui se sont heurtés, notamment dans les écoles de journalisme, à ce problème-là. Et il a coécrit ce livre avec Michel Feltin-Palas, qui est un journaliste à l'Express, qui a fait une enquête, et donc lui dit qu'à peu près, autour de 50% des personnes disent avoir un accent. Ce qui, bon, on est d'accord qu'on comprend ce que ça veut dire. Hein. Tout le monde a un accent, mais il y a des accents plus marqués que d'autres. Ouais. Ça concerne quand même beaucoup de personnes. Après, la discrimination d'accent, moi je tiens à dire un truc, c'est pas un phénomène massif, c'est pas majeur, c'est pas un problème grave de société. Le gros problème de notre société, c'est l'écologie. Ça s'appelle la discrimination, voilà, quand on est une femme, quand on est noir, etc. Il y a des trucs beaucoup plus graves. Je ne veux pas en faire une cause plus grave que ce qu'elle est. Mais juste, ça existe, il y a des cas. Et un cas suffit à ce que l'on dise attention, voilà. Je vous donne un exemple parmi d'autres, hein, mais les écoles de journalisme, encore une fois, des jeunes à qui on dit
dis pas la rose, dis la rose. Ouais, c'est ça. Pareil, sinon tu n'auras pas le poste. Ou alors on va se foutre de ta gueule à tel point que tu vas arrêter, tu vas toi-même faire cet effort-là. Un cours de théâtre, une prof qui dit mais non, la rose, c'est pas français. Ça va rien dire, oui, c'est français, c'est vrai. Je vous renvoie d'ailleurs à un super documentaire sur YouTube gratuit, avec ou sans accent, qui est un documentaire de Vincent Dezombre, qui est un réalisateur qui est décédé malheureusement il y a quelques mois. Mais c'est un super documentaire. Moi, j'ai eu la chance d'y participer un peu, de travailler. Enfin, j'ai été interviewé, mais il part justement de ce constat du réalisateur qui dit mais moi, je croyais ne pas avoir d'accent et je me suis rendu compte que j'avais un accent. Et il va donc à Marseille, il va dans l'Est, il va dans le Nord aussi, se confronter à des accents. Donc vraiment, pour compléter ce bon moment, allez voir ce film, ce documentaire avec ou sans accent. Ok. Est-ce que tu connais Monté de Linguisticae, le youtubeur Bien qui sûr, parle... c'est immense youtubeur, immense vulgarisateur de la linguistique, à tel point qu'aujourd'hui, évidemment, on donne ces vidéos à suivre à nos étudiants pour compléter. C'est top. J'ai eu la chance de l'inviter dans l'un de mes cours. Il est venu participer en visio à l'un de mes cours. Bien, ça. Donc évidemment, je vous invite à le suivre sur tous ses réseaux, sur Twitter et ailleurs, parce qu'il est très, très actif. Mais il y a aussi Laëlia Véron, qui avait ce podcast Parler comme jamais avec Maria Candéa, qui font la vulgarisation linguistique. Il y en a plein maintenant. Il y a Guximan que tu as eu pour la grammaire. Donc on est pas mal maintenant de linguistes à essayer justement de faire vulgariser ça. Mais Monter Linguisticae, c'est bien parce que lui, il le fait avec un côté plus trash, que moi, je ne sais pas, parce que, alors, non pas que je... Enfin... c'est pas parce que je suis universitaire que je ne peux pas l'être, mais voilà, je vais pas avoir le même style que lui. Là, c'est un vrai youtubeur professionnel, et donc c'est très très bien de faire passer des messages linguistiques comme ça, avec un vrai background, parce que il a étudié certains domaines des sciences du langage de manière très approfondie, donc c'est très très bien, vous pouvez y aller. Yes, ouais, je recommande aussi beaucoup. Très, très bonne qualité ces vidéos au niveau du montage aussi, pas seulement le fond, mais aussi la forme est très très propre. Tout à fait, bien sûr, c'est très efficace. Est-ce qu'il existe un lien entre l'origine sociale et les accents ? On a donné quelques billes là-dessus déjà, mais ouais, on peut y retourner. Effectivement. Un exemple, donc, donc comme je disais, voilà, tu viens d'un milieu populaire, ouvrier, tu vas avoir cet accent-là, l'accent de ton milieu, jusqu'à ce que tu ailles à l'école, et peut-être qu'à l'école, s'il y a une mixité sociale, on va dire, toi, tu parles comme ça, et tu vas te rendre compte que tu as un accent de tel milieu. Bon. Il y a ça. Il y a un exemple classique, c'est une pièce de théâtre de George Bernard Shaw qui s'appelle Pygmalion, qui a été jouée ensuite en comédie musicale My Fair Lady, avec Audrey Hepburn, un grand truc hollywoodien. Et en fait, l'histoire de départ, c'est une fleuriste de Londres qui parle avec l'accent cockney. Le cockney, c'est l'accent des bas-fonds de Londres, très ouvrier. Elle parle comme une charretière, comme on dirait, quoi. Et le principe de la pièce, et du film après, c'est qu'il y a un phonéticien qui passe dans le coin, et il dit à un gars, tu vois, cette fille-là, si je fais changer sa façon de parler, je fais changer sa condition sociale. Je peux faire d'elle une lady, mais pour ça, il faut que je change sa façon de parler. Et c'est très rigolo, mais à la fois, c'est vrai. Il fait changer sa façon de parler pour qu'elle soit ensuite, en société, paraisse une lady. Et donc, c'est vrai que le langage est un vrai critère de distinction sociale. C'est vrai. Je remercie Sabine Padelou pour son raid. Bienvenue aux 13 viewers qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes là dans une soirée Balance ta science où on parle des accents, de ce que sont les accents. Et là, on était dans le volet discrimination, en quoi justement les accents, c'est un critère qui va vous séparer de certains groupes sociaux et qui vont vous faire appartenir à d'autres. Et comme quoi, la langue et les accents en particulier peuvent malheureusement vous bloquer ou au contraire vous ouvrir des portes. Ça dépend. Parce qu'il y a aussi des exceptions. T'as parlé d'un journaliste là, qui avait un fort accent du sud-ouest, c'est ça ? Je me souviens plus de son nom. C'est Jean-Michel Apathy. Oui, Jean-Michel Apathy. Et moi, je pensais à Jean Castex, sinon. Que c'est aussi une exception parce que, en même temps, tout le monde beaucoup de gens se moquent de la manière dont il parle. Tout le monde aime bien l'imiter quelque part pour mieux le discréditer, je sais pas. Et pourtant, il a l'air de quand même, je sais pas. Est-ce qu'on parle aussi de cette exception-là ou est-ce que, bien sûr. Toi, tu as eu l'occasion d'étudier ses discours, par exemple, ce genre de choses, ça fait partie du matériau. Quand Jean Castex arrive. Donc, je vais revenir sur la notion de glottophobie 2 secondes parce que c'est important. La glottophobie, donc c'est un terme, alors pas barbare, ce qu'on a dit, mais un terme technique, c'est glossa, la langue, et phobie. Alors, c'est pas la peur, mais c'est comme tout ce qui est islamophobie, xénophobie, judéophobie, c'est-à-dire que c'est le dénigrement de la personne en raison d'eux.
raison de sa sexualité, en raison de... Voilà. Donc, la glottophobie, c'est dénigrer une personne en fonction de sa façon de parler, qu'elle parle une autre langue ou qu'elle ait un accent. Et donc, c'est une notion qui a été développée par mon collègue de l'Université de Rennes, Philippe Blanchet, qui en a fait des livres, qui a été très médiatique à un moment donné. Pourquoi c'est par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Je raconterai cet événement tout à l'heure, parce que c'est... D'accord. Mais juste, quand Jean Castex arrive, ça fait 2-3 ans qu'on parle de glottophobie dans les médias grand public, donc c'est intéressant qu'une notion comme ça de sociolinguistique émerge. Et Jean Castex arrive. Premier truc que font les gens, ils se foutent de sa gueule. Et on le sait, quelqu'un qui arrive avec un accent du Sud comme ça, voilà. L'une des pires, c'est un journaliste, je ne sais plus si c'est l'Express ou du Point, un rédac chef, qui dit ouais, son accent évoque plus les troisième mi-temps de rugby. Bon, c'est abject, quoi. C'est abject de rabaisser une personne comme ça. Je veux dire, voilà, sur un réseau social, on peut comprendre, je veux dire, bon, un commentaire à la con comme ça, mais une personne qui est dans le journalisme, qui est censé donner une information de qualité et qui est pertinente, ça fait mal. Voilà, c'est ça, c'est assez abject. Mais ça montre bien à quel point c'est incrusté, ces représentations. Donc Castex arrive, on se fout un peu de sa gueule, puis après, il y a les points quotidiens ou toutes les semaines de Castex sur la pandémie. Et là, on se rend compte que Castex, à la fois, c'est pas rigolo, parce que sa politique, elle n'est pas très rigolote quand même, hein, la politique d'austérité de Castex, que ça économique et tout ça, c'est pas très rigolo, les retraites et tout ça. Du coup, il y a ce contraste entre, il y a ce personnage avec lequel on a envie de rire ou qui nous fait rire, mais qui porte une politique qui n'est pas rigolote. Et certains sont allés jusqu'à dire, mais en fait, c'est fait exprès par Macron pour que ça passe mieux. Alors, ça, je n'y crois absolument pas. Ça, c'est encore une théorie du complot de l'accent. Mais non, on ne prend pas une personne par rapport à son accent. Mais du coup, Castex, il évoque, au-delà de l'accent, il évoque un peu le côté Troisième République. C'est-à-dire à l'époque où les hommes politiques avaient des accents plutôt des régions, parce qu'il n'y avait pas encore une uniformisation totale comme ça. Et il a un côté vieille France. Il a un côté vieille France, vieux instituteur ou machin et tout. Est-ce qu'il en joue ou pas? Je ne sais pas, mais le discours de Castex est moins crédible que n'importe quel autre. Et ça, il le portera toujours. Mais pour moi, ce n'est pas tout à fait la discrimination, parce qu'on ne peut pas dire qu'il a un problème d'emploi, parce qu'il est quand même Premier ministre de la France. On ne peut pas dire qu'il a une discrimination d'emploi, mais il y a quand même un côté assez dégueulasse où il doit en faire 2 fois plus pour être sérieux. Ouais, c'est ça. C'est au niveau de sa personne, quoi. Il n'est pas... Ouais. Jean Lassalle dans son style. Ouais, vas-y, t'as dit que c'est l'anecdote sur Mélenchon, du coup. Mélenchon, c'est un exemple génial, parce que donc Mélenchon, c'est il y a 3-4 ans maintenant, je crois, quand il a eu ses gros problèmes avec notamment la perquisition de ses locaux. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène, où il essaie de forcer le passage comme ça. La République, c'est moi. La République, c'est moi. Voilà, bon. Et le lendemain, il sort de l'Assemblée nationale, il est tendu comme un string, et il sort de l'Assemblée, donc il y a une forêt de micros qui s'approche de lui, qui lui pose des questions. Et il y a une journaliste de France 3 Toulouse qui lui dit: ouais, monsieur Mélenchon, quand Marine Le Pen a eu des problèmes avec la justice, vous aviez dit que tout le monde devait rendre des comptes à la justice, mais vous ne voulez pas rendre des comptes. En gros, je glose, hein, mais en gros, c'est ça la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, son premier truc, c'est d'imiter l'accent de la journaliste, qui a un accent un peu toulousain. Il lui dit: mais qu'est-ce que ça veut dire? Et dans la seconde qui suit, il se rend compte, parce que Mélenchon, on peut lui trouver plein de défauts, mais il n'est pas con. Il se rend compte qu'il fait une connerie, et il dit exactement la même phrase, mais avec son accent normal. Il dit: mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça donne ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire, hein? Et donc, premièrement, il se fout de sa gueule. Comme il n'a pas d'argument, il fait une attaque à dominem, il se moque de l'accent. Bon. Et ce qui aggrave son cas, c'est que quelques secondes plus tard, il continue, il dit: non, madame, je ne comprends pas votre question. Formulez-la en français. Et là, il se lève et il veut faire un effet. Il dit: est-ce que quelqu'un pose une question en bon français? Je ne comprends pas. Alors, je pense qu'il ne veut pas parler de l'accent. Sauf que c'est tellement proche qu'il s'est rattaché. En gros, il s'est grillé. Dès le lendemain, ça fait un scandale. L'agent, bon voilà, il fait semblant de s'excuser sans s'excuser. Enfin, ça fait tout un pataquès. Et là, on se rend compte à quel point on peut avoir un comportement glottophobe en une seconde, parce que là, il se fout vraiment de la gueule de la journaliste par rapport à son accent. Il la décrédibilise. Et en plus, il est menteur, parce qu'il dit: oh, mais je ne savais pas que vous étiez de Toulouse. Je croyais que vous moquiez de mon accent de Marseille, alors qu'il n'a pas l'accent de Marseille. Enfin, bref, il s'est enfermé dans un truc. Mais c'est une scène intéressante qui nous montre qu'au plus haut niveau de l'État, il y a des gens qui ont quand même ce réflexe de dire: ben, toi, tu as un accent de bouseux, tu as un accent de merde, tu as un accent de pacoulin, tu as un accent de provincial, je te méprise. Et ça, c'était super violent. Et surtout quand tu es la France insoumise et que tu veux quand même défendre certaines idées progressistes, c'est pas terrible, quoi. Donc là, c'est une faute, pour moi, c'est une faute politique importante. Bon, après, tout le monde fait des fautes, mais voilà, c'est un phénomène intéressant. C'est facile d'attaquer sur les accents, quoi. Souvent, c'est pas.
Et enfin, je veux dire, mais c'est encore assez peu condamné d'ailleurs. Enfin, je sais pas, tu parlais de glottophobie du coup. Est-ce qu'il y a c'est au Oui, point où il y a des gens il y a de la justice de ça. Enfin, il y a alors, enfin, comment ça marche alors, il y a une loi qui existe depuis quelques mois, qui a été votée à l'Assemblée nationale, mais qui n'est pas passée au Sénat. Et du coup, elle n'a pas de valeur pour l'instant, elle n'est pas en action. Mais il y a une loi qui a été écrite par un député de l'Hérault, Christophe Euzet. Et cette loi, il l'a écrite avec Philippe Blanchet, donc avec le collègue, c'est-à-dire qu'il s'est appuyé sur un scientifique pour voir ce qu'il en était, ce qu'on pouvait faire. Et effectivement, c'est une loi qui condamne la discrimination, enfin, qui condamne la glottophobie, la discrimination à Ouais. l'accent ou à la langue. Et c'est vrai que ça manquait un peu dans les textes français, même si c'était sous-jacent dans certaines déclarations, certains textes, etc. Mais effectivement, tu peux être condamné aujourd'hui si tu discrimines vraiment une personne. Alors, attention, là, quand j'ai limité les accents tout à l'heure, on ne peut pas me faire un procès, parce que ça reste de l'imitation, j'ai le droit, j'empêche personne d'avoir un boulot. Mais il y a eu des propos comme ça, c'était un directeur de rédaction de France TV, ou un directeur de France TV, carrément, qui avait dit hors de question que je donne le journal de 20h à un journaliste qui aurait un accent du Sud. Non. Ça, c'est condamnable aujourd'hui. Quelqu'un comme ça. Et je trouve ça très, très bien. Parce que, encore une fois, il y a des personnes qui en ont souffert, qui ont vraiment eu des plans de carrière arrêtés, qui ont dit je vais faire autre chose. Et ça, c'est pas normal, c'est dégueulasse. Alors, encore une fois, c'est pas des millions de personnes, c'est pas. Ouais, Sinon, tous les gens du Sud n'auraient pas de boulot, quoi. Je veux dire, sinon, ouais, il y a 50. Voilà. Mais voilà, c'est pas normal que quelqu'un dise en fonction de votre façon de parler, comme en fonction de votre sexe, etc., votre sexualité. Voilà, on peut pas faire ce genre de discrimination. Donc, c'est très bien que ça existe, dans la mesure où ça nous empêche pas, bien sûr, de déconner sur les accents. On peut toujours s'amuser à faire les accents. Enfin, j'espère, parce que c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Toi-même, c'est un truc qui te fait rire, du coup. Je veux dire, est-ce que à force d'étudier le sujet, c'est un truc qui te passe au-dessus maintenant, ça te fait ni chaud ni froid, ou au contraire, plus tu l'étudies, plus ça te prend, c'est quelque chose que tu aimes faire, enfin que tu rigoles dessus. Enfin, je sais pas quel est ton rapport personnel avec je me les méfie accents. parce que, alors évidemment, on est dans une période, on le sait, où c'est beaucoup plus tendu, où on fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à nos sujets de moquerie, parce que ça peut blesser, d'une part. C'est bien de faire gaffe aussi. Et il y a des excès aussi. C'est-à-dire que, voilà, je ne vais pas dire on ne peut plus rien dire, parce que je ne pense pas qu'on ne peut plus rien dire, mais je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit d'un côté comme de l'autre. Moi, ça me fait rire, les accents, mais comme l'humour noir me fait rire, comme l'humour trash me fait rire, donc voilà, c'est pas forcément politiquement correct, ça me fait rire. Après, ça dépend. Avec qui, ça dépend quand. Si tu es avec deux potes, voilà, ça va, tu peux faire des choses. Si tu es en public, tu peux pas. Et je trouve ça normal. Je trouve que c'est normal que dans le privé, tu puisses faire ce que tu veux et qu'après, tu puisses pas faire ce que tu veux. Après, les accents donc, me font rire de manière. Enfin, l'imitation à l'accent est rigolote parce que c'est une imitation comme une autre. Comme tu imites des freins, comme tu imites des codes culturels, pourquoi pas. L'humour, c'est un phénomène de contraste. Et ça a toujours été le choc culturel. Voilà, donc les façons de parler différentes. Dans les visiteurs ou dans d'autres trucs, c'est rigolo. Après, ce qui est bizarre, c'est quand. Je parle avec, par exemple, des collègues, je travaille avec des collègues québécois ou canadiens sur l'accent. Ouais. On travaille sur cette question-là. Donc, on est linguiste, on travaille sur les accents et sur la discrimination de l'accent. Donc, il n'y a pas personne plus averti que nous sur ces questions-là. Ok. Quand j'entends parfois des collègues canadiens, j'ai toujours le premier réflexe du français qui trouve que c'est un peu rigolo ou qui les trouve un peu moins crédibles. Ce qui est très violent de ma part. Alors, je dis ça parce que j'en ai parlé avec une collègue qui, elle-même, canadienne, me dit, mais moi, c'est l'effet inverse. Quand j'entends parler un français, je me dis, waouh, c'est super intelligent ce qu'il dit, c'est trop intelligent pour moi. Ce qui est horrible, parce que c'est une collègue universitaire. Je veux dire, mais c'est parce que le poids des stéréotypes est tellement fort, on a tellement moqué la périphérie, qu'on ne peut pas claquer les doigts comme ça et dire j'oublie. Parce que c'est ancré en nous, ces clichés sont ancrés en nous. Alors évidemment, je ne le pense pas. Évidemment que oui, bien sûr. C'est inconscient en fait. Mais voilà, c'est inconscient. Mais à chaque fois, je me dis, bon, attends, non, voilà, c'est rigolo, mais c'est pas rigolo en fait. Alors après, évidemment, si tu passes 2-3 semaines là-bas, c'est plus rigolo d'entendre. Mais je veux dire, le choc culturel, les stéréotypes font que tu as toujours cette impression d'exotisme qui est malsaine un petit peu, mais voilà, on la ressent malgré soi. Et est-ce que tu penses qu'à l'avenir, ça va s'améliorer, ça va évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on va progressivement détruire un petit peu ces stéréotypes, comme on est quand même dans une mouvance assez progressiste au global, j'ai l'impression. Oui et non, parce que est-ce que c'est un truc qui va rester tout le temps, que comme le français standard, soi-disant sans accent, sera toujours l'accent dominant, et donc ça voudra dire que tous les autres seront tout le temps dominés, et donc on pourra jamais casser ces stéréotypes, ou
Est-ce que enfin, il faudrait des changements assez profonds de société pour que tout soit un petit peu plus égalitaire, on va dire, ou Oui, mais j'y crois pas une seconde. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens, et tant mieux, mais on est à la fois dans une période de progressisme et de conservatisme monstrueux, de nationalisme, d'enfermement sur soi, d'idées révisionnistes, négationnistes, ce que tu veux. C'est assez Ouais. horrible ce qu'on vit comme période avec certaines personnes. C'est vrai. Mais donc du coup, j'ai pas un grand espoir. C'est-à-dire que tu vas casser certains trucs, mais tu vas en générer d'autres. C'est-à-dire que là où tu vas libérer certaines paroles et certains comportements, tu vas en condamner d'autres parce que d'autres vont dire ah regardez, nana. Enfin voilà, je crois que l'histoire de l'humanité c'est une histoire comme ça de groupes dominants, enfin de groupes qui vont dominer les autres et qui vont oppresser et qui vont balancer des stéréotypes, des clichés pourris. Je veux dire, on devrait avoir progressé par rapport à ce qu'on a vécu, ne serait-ce que voilà, la Seconde Guerre mondiale, quand tu vois ce qui est dit, enfin, encore une fois, du négationnisme et tout, c'est-à-dire que tout est à refaire, quoi. Ouais. Tout est à refaire. Donc, je ne crois absolument pas à une progression. Je pense qu'il y a des mouvements d'émancipation de minorités, etc., qui sont fondamentaux, qui sont importants et qu'il faut encourager, mais ils se heurtent quand même à cette volonté de certains d'écraser et de dominer. C'est l'histoire de l'humanité, quoi, je veux dire. Donc, Désolé pour le casser voilà, la c'est un peu pessimiste du coup, mais je suis content d'avoir ton avis. Enfin, tu été assez bien renseigné pour savoir de quoi tu parles. Et, mais du coup, est-ce que les accents minoritaires et dominés vont avoir tendance justement à s'effacer et que avec le temps et les échanges, enfin finalement, ils vont finir par disparaître, quoi. Non, tu penses que... Ça, c'est une vraie question. Je sais pas. Il y a ce qu'on appelle le nivellement, c'est-à-dire Ouais. on a parlé un peu de ça, c'est-à-dire que c'est pas tant que les accents disparaissent, c'est que tout le monde va converger, va utiliser Ouais. la même façon de parler. Ce français standard, ce français, alors des médias parisiens, on va dire, mais c'est pas l'accent parisien, quoi. Donc tout le monde va parler à peu près ce français nivelé. Mais on a la même chose en anglais, hein, la même chose dans toutes les langues en fait. Ce qui fait que plus tu parles ça, moins tu pratiques l'autre variété. Donc petit à petit, tu vas avoir tendance à ne plus la parler et ne plus la transmettre. Donc il peut avoir ça, mais comme je l'ai dit, tu as toujours des changements et tu as toujours de la variation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va ressurgir d'un autre côté. Tu as des langues qui apparaissent. On ne s'en rend pas compte parce que on croit toujours que tu as un certain nombre de langues et qu'on les perd. Ouais. Et c'est vrai, il y a des langues qui disparaissent, mais il y a des langues qui émergent, on ne s'en rend pas compte. Peut-être Ah que ouais. ce qu'on parle là, c'est tout à fait du français. Enfin, entre le français qu'on parle là et le français tel qu'on le connaît depuis le 10e, 11e siècle, c'est pas tout à fait la même langue, ou pas du tout la même langue, quoi. Donc voilà, et il y a des zones de contact, des langues apparaissent. À Singapour, le Singlish, voilà, tu as des variétés comme ça qui apparaissent, des variétés urbaines. Bon, donc peut-être que d'autres accents vont apparaître, ou en tout cas que des façons de parler propres à certains groupes vont apparaître et vont perdurer. Ouais. En fait, c'est Mais j'en sais rien vraiment, c'est une Oui, vraie oui. question D'accord. pour laquelle j'ai... voilà. En fait, c'est difficile à prédire parce que c'est intimement lié à l'évolution de nos sociétés, de nos groupes, de nos rapports de force dans la société, la lutte des classes, tout ça, tout ça. Enfin, j'ai l'impression que... Bien sûr. Un truc qui peut influencer nos façons de parler, par exemple, c'est l'interaction homme-machine. C'est-à-dire qu'on parle en permanence à des objets connectés et on peut s'adresser à Alexa, à Google, à nos montres, je sais pas, enfin au téléphone en parlant. Et ces systèmes-là de communication ont intégré des règles qui font que parfois, si vous l'avez déjà essayé avec un accent, vous savez de quoi je parle, on ne te comprend pas. Ouais, c'est ça. Donc si tu dis je veux du pain, au bout d'un moment, tu vas dire du pain. Ouais. Alors, ok, ça va être rare, mais si ça se développe, ce genre d'interaction, et si nous adressons à des machines qui, elles, ont une vision standard, ont intégré un standard, ça peut jouer un rôle. Comme la télé a joué un rôle, ou la radio à l'époque, parce que à l'époque, quand je dis à l'époque, ça ne veut rien dire, on va dire des années 20 aux années 60, quand il n'y avait pas la télé, il y avait la radio qui jouait un rôle fondamental dans les foyers en France notamment. Les gens se réunissaient le soir autour de la radio, ils allumaient, puis ils écoutaient des programmes. Et du coup, ils entendaient quoi? La seule chaîne, ou en tout cas, ils entendaient parler des gens avec le français standard, le français du dominant. Et du coup, ils ont dit, ah, c'est comme ça qu'il faut bien parler. Après, il y a les chaînes de télé, la première, la deuxième, la troisième, le journal Le 20h, qui était la grand-messe, et tout le monde disait, il faut parler comme le journaliste du journal Le 20h. C'est lui, la référence. Aujourd'hui, ça a éclaté. Le paysage médiatique a éclaté. Toi, tu fais une émission, et 10 000 personnes font des émissions, des radios, etc. Donc, la parole est beaucoup plus plurielle. Ouais, donc ça encourage plutôt le fait de moins uniformiser sur le français standard, quoi. Ok.
Ok, super, bah, super intéressant. Là, j'ai plus de questions improvisées en tête. On va progressivement s'arrêter. Le maximum, c'était 22h30. Mais de toute façon, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. On va passer dans la session questions, on va dire. N'hésitez pas à reposer vos questions dans le chat si j'en ai manqué, parce que c'est possible aussi. Des fois, j'ai pas toujours tout pris. Surtout qu'il y a des questions auxquelles on avait déjà répondu, mais c'est pas grave, vous pouvez quand même éventuellement les reposer. Et voilà, et on va s'arrêter progressivement après ça. Alors, j'ai une question de Early Nonsense. Est-ce que la revitalisation de l'occitan, par exemple, jouerait un rôle important sur les accents du Sud en français? Dans le sens où ça Alors, intégrerait de nouveaux traits aux accents, ou alors ces accents sont plutôt stables aujourd'hui et il n'y aurait pas trop d'interaction? très très bonne question. Alors, encore faudrait-il qu'il y ait une vraie revitalisation de l'Occitan. Alors, je ne sais pas si Harley Nonsense c'est du côté de Toulouse, où là, il y a une vraie politique qui est mise en place pour que l'Occitan soit Ah revitalisé. oui, non, parce que ça, je pensais pas qu'en fait, il y avait vraiment il y a des politiques qui sont mises en place pour que des accents, enfin des langues locales Ouais. reviennent, enfin ne disparaissent pas entre guillemets, enfin soient Oui, conservées. oui. C'est-à-dire qu'il y a, on encourage les cours à l'école, les cours en immersion, on encourage à ce qu'il y ait des jobs où l'occitan est important pour le tourisme, pour la culture, etc. Donc, faut une politique. Au bout d'un moment, les langues ne peuvent pas tenir sans. En gros, les langues qui ont été menacées, les langues qui sont dominées par d'autres, comme c'est le cas de l'occitan depuis plusieurs siècles par le français, s'il n'y a pas de politique volontaire, elles disparaissent petit à petit parce que les gens ne les transmettent plus dans la famille. Il n'y a plus personne qui apprend l'occitan en première langue, mais c'est pareil pour le breton, Hmm. le corse, je pense, etc. Bon. Après, ça dépend. Est-ce que la langue est parlée dans son milieu familial ou pas, dans son quartier ou pas? S'il n'y a pas tout ça, il faut une politique volontariste pour dire, OK, on va essayer de revitaliser cette langue. Donc, on va essayer de faire des émissions, favoriser la culture, la création, le théâtre, les groupes, etc. Donc, pour l'Occitan, ça existe. Mais surtout du côté de Toulouse, côté là où je suis, moi, Marseille, tout ça, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Donc, admettons que ça marche, admettons que oui, finalement, il y a pas mal de jeunes qui apprennent, réapprennent l'occitan, etc. Oui, ça joue un rôle, je pense, parce que ça réintégrerait des sonorités qui changeraient l'accent, qui serait re-occitanisé. Mais pourquoi pas? Oui, je pense que c'est une bonne question et il faudrait, euh, il faudrait voir avec le corse, parce que le corse est une langue plus parlée quand même que l'occitan, notamment auprès des jeunes. Et les jeunes ont ce qu'ils appellent le franc-corse ou le franco-corse, c'est-à-dire qu'ils vont mélanger, enfin, ils vont parler français avec des mots corse. Hmm. Mais est-ce que, en étant exposés au corse, ils vont changer l'accent corse des anciens? Ouais. C'est possible, j'en sais rien. Ça fait partie des études qu'on devrait faire. Il y a une question assez générale de Calderis sur l'évolution des langues. Qu'est-ce qui fait qu'une langue évolue? Parce qu'il y a des mots qui disparaissent, il parle du mot diantre ou palefroid. Et il y a des nouveaux mots qui apparaissent. Donc ça, c'est avec l'usage, c'est ça, et le fait que bah, les civilisations évoluent avec aussi nos technologies. Il y a des Ouais, métiers c'est qui ça. disparaissent, d'autres qui apparaissent. C'est très culturel finalement. C'est ça, il y a voilà, des mots dont on n'a plus besoin parce que la réalité n'existe plus ou parce que le sens a changé. Hmm. Voilà, le mot tablette, aujourd'hui, pour tout le monde, une tablette, c'est une tablette, c'est-à-dire une Hmm. tablette numérique. Je dis, tu as une Hmm. tablette, on va pas aller chercher une tablette en argile. Ouais, c'est ça. Bon, bah, parce que c'est le mot est resté, mais le sens a Hmm. changé. Donc en fait, c'est tous nos usages, toute notre culture qui fait que le rapport au mot change. Et c'est donc l'espace et le temps et le social qui expliquent ces changements permanents. Et encore une fois, c'est normal. Et encore une fois, ne croyez jamais les gens qui vous disent oh là là, on parle plus comme avant, ah, le français se détériore, là, là. Il y a tous les jours, enfin tous les jours, je veux dire, il faudrait faire le compte, mais chaque année, il y a des dizaines de bouquins sur le français meurt, le Ah français fout ouais, le camp, c'est fou. hein, mais voilà, qui sont pile sur les librairies comme ça. N'achetez pas ces bouquins, c'est de la merde, comme disait Jean-Pierre Coff autrefois, c'est-à-dire que ça, c'est des gens qui sont juste frustrés, qui ont peur, qui sont nostalgiques d'une époque qui n'a jamais existé, où tout était bien, tout était parfait. La peur des anglicismes, ça fait depuis les années 50 qu'il y a des livres sur le sujet. Hmm. Et voilà, qu'on parle français, là. On parle français Ouais, il n'y a pas de et problème, quoi. là, ça va, quoi. C'est pas parce que j'ai dit cool ou parce que j'ai dit De week-end. liker ou machin week-end que ça fout le camp, quoi. Donc voilà, on se détend. Est-ce que les accents suivent un peu le même chemin que les dialectes, transmission par des proches et disparition parfois? Oui, c'est très lié finalement Ouais, l'histoire des accents avec l'histoire ouais, des c'est ça, langues. c'est le processus, effectivement, c'est le dynamisme, la vitalité de quelque chose. Si c'est parlé dans le cercle familial, si c'est parlé au boulot, tout ça, ben, il n'y a pas de problème, ça reste. Si c'est pas parlé, ça va être de moins en moins transmis parce que Hmm. aussi ça peut être mal jugé. Voilà. Je vois aucune importance qui dit un kunyaman, c'est pas perdu, et c'est surtout gras le kunyaman. Mais oui, c'est pas perdu non plus.
Ok, et bah super, bah je pense qu'on va s'arrêter là, Médéric, j'ai plus trop de questions, on a bien épluché le sujet, sauf si tu as quelque chose dont tu voulais parler, qu'on n'a pas abordé. Mais sinon je pense qu'on va doucement rendre l'antenne. En tout cas, Ouais, merci non, moi, beaucoup. merci. Déjà félicitations pour cette superbe intervention. C'est une discussion super intéressante et très originale, encore une fois. Moi, j'ai pas l'habitude de ces sujets-là. Donc, j'ai essayé de faire comme je pouvais avec les questions qui m'arrivaient au fur et à mesure dans la tête ou grâce à vous, le chat aussi de temps en temps. Donc, voilà, j'avais des questions aussi très naïves, mais c'est bien aussi de repartir de la base, quoi, pour comprendre de quoi on parle. Donc c'est vraiment top. Tiens, ouais, si j'aurais une petite question là. En ce moment, tu travailles sur un sujet en particulier, enfin toujours peut-être en lien avec la discrimination. Tu es sur un Alors, projet de ouais, recherche on vient de ouais. sortir, alors je fais d'autres choses, je travaille sur le rap marseillais qui n'a aucun rapport avec le sujet, quoique je vais voir dans quelle mesure le rap a influencé justement le langage quotidien. Hmm. Donc voilà, mais le dernier article qui vient de sortir là, avec une collègue justement canadienne du Nouveau-Brunswick, ça s'appelle, donc c'est un article en anglais, mais ça s'appelle du son au sens. En gros, comment on est passé de l'accent défini de manière phonétique, et ouais, l'accent c'est dire la rose, etc., à la question du sens social. Qu'est-ce Hmm. que ça veut dire avoir un accent, porter, perdre, etc. Donc on a fait un article très théorique sur le sujet en essayant de montrer en fait que l'accent justement doit être considéré un peu comme les langues. C'est-à-dire que autrefois, on avait l'impression que parler une langue c'était bien et que parler plusieurs langues c'était pas bien. Puis on se rend Ouais. compte aujourd'hui que le multilinguisme, c'est le plurilinguisme, c'est normal, que ça enrichit. Voilà. Ben, avoir plusieurs accents, ou en tout cas avoir une palette, une gamme ou ce que vous voulez, vous prenez la métaphore que vous voulez d'accent, c'est quelque chose qui nous permet de vivre en société, que c'est pas grave de ne pas Hmm. avoir tout à fait l'accent de nos parents, de nos grands-parents, et que c'est la vie, et Ouais. que oui, on a le droit de changer d'accent, et que oui, si je vais travailler à Paris, j'aurai moins l'accent marseillais, et que c'est pas une trahison pour autant. Donc on essaie de travailler sur ce modèle-là pour montrer que ça évoluait aussi, que les accents évoluaient aussi, que c'était pas un Hmm. truc figé dans le marbre ou dans le kunyaman depuis toujours. C'est beau ça. Voilà, merci pour la référence. Ouais, pour finir, est-ce que tu voudrais pas parler un peu de tes activités justement de communicant sur tes activités, puisque tu m'avais dit que tu faisais des conférences grand public et que tu es aussi chroniqueur à la radio, à France Oui, Bleu Provence, c'est ça? Tu peux en tout parler à un petit fait. peu? Oui, alors moi, ça fait plus de 20 ans que je fais une chronique quotidienne sur le parler marseillais provençal sur France Bleu Provence. Donc, ça veut dire 220 chroniques par an à peu près. Donc, ça fait plusieurs milliers de chroniques sur le sujet. Donc, chaque jour, c'est un mot, une expression ou une question d'accent, parce que ça revient souvent. Donc, Hmm. Mélenchon, j'en ai fait plusieurs, hein, par exemple. Voilà. Donc, ça, effectivement, ça me prend beaucoup de temps et de passion. Voilà, j'aime bien parler. En plus, on est à la télé, donc j'aime bien parler dans le micro et raconter des trucs. Voilà, je fais Oui. souvent des conférences grand public, alors que ce Ouais. soit les universités populaires ou des associations qui m'invitent ou des municipalités. Enfin voilà, j'aime bien faire partager tout ça comme je l'ai fait là. Après, je suis un gros tweetos, une grosse activité sur Sur Twitter. Twitter, N'hésitez voilà, pas. c'est ça. Ouais, ouais, N'hésitez pas. Je peux encourager la communauté à te suivre et à oui. éventuellement t'envoyer des questions en MP si besoin, Sans, si sans il n'y a pas problème. de Voilà, problème. on fait partie Ok. de la team linguiste. Il y a pas mal de linguistes cool. Voilà, avec il y a Monté Linguisticae, Alia Véron, Maria Candela et plein d'autres. On aime bien rire et partager sur Twitter au quotidien nos trouvailles, nos coups de gueule, nos coups de cœur Hmm. parfois. Et je trouve que, enfin, pour moi, ça fait partie de mon métier de chercheur aussi de débunker parfois des conneries qui sont dites. Je pense au Figaro littéraire qui envoie régulièrement des conneries sur la langue française se perd. Ah oui, Arrêtez c'est ça. d'écorcher le français en disant bah, non, c'est pas ça, faut arrêter. Donc Hmm. j'ai l'impression de faire œuvre de chercheur sur Twitter, donc n'hésitez pas à C'est venir. beau. Je parle aussi de l'OM, hein, voilà, faut tout mettre de Faut côté aimer certains le. trucs. Il y a des deux sujets, c'est bien, t'as des communautés Et différentes, je hein. Tu je parles fais à les tout deux le monde partout. du coup. Ouais, C'est... c'est ça. Et sinon aussi, t'as écrit des livres, t'as participé, enfin t'as écrit le Marseillais pour les nuls, du coup dans la série Oui, pour les nuls. Et aussi ouais. t'as plusieurs autres livres à ton actif. J'avais vu tout, bah je crois qu'aujourd'hui j'ai vu un tweet de ta part où t'avais pris une photo de tes Ouais, ouais. livres Noël qui... approche. Ouais. Du coup, c'est quoi? C'est rapidement, ouais, si tu les as là, tu peux les montrer. Ouais, alors par exemple, là, alors, moi, j'ai publié, édité les recueils de mes chroniques les meilleures. Donc par exemple, ça c'était le dernier tome. Ouais. Dites-le encore en Marseillais. Alors ça, c'est une photo un peu particulière. J'avais fait pendant le confinement des vidéos parce que comme à Radio France, on était en confinement comme ailleurs, Mhm. je ne pouvais plus aller à la radio. Donc du coup, je me suis filmé chez moi. Donc j'ai fait mon YouTuber amateur. Et cette vidéo, c'était une allocution d'Emmanuel Macron Ouais. parodique en marseillais. Ça dure, je crois, 7 ou 9 minutes. Ah ouais. Elle a fait presque 200 000 vues. Ah Parce qu'à ouais. l'époque, voilà, donc vous pouvez aller la voir, l'allocution. Donc ça, c'était, voilà, je m'étais déguisé avec ce que j'avais. On m'avait filé une sorte de masque, enfin de chapeau télé, j'avais mis une cravate et puis j'avais, bon bref, ça c'est un truc pour faire la yoli, pour faire le micro, voilà.
Donc je m'étais amusé, j'aime bien m'amuser. Donc ça, c'est les textes de mes chroniques. Il y a 3 volumes, dites-le en marseillais, dites-le encore en marseillais, dites-le de langue en marseillais. Il y a le marseillais pour les nuls, je le montre, il est juste là. Parce que, Ouais. hop. Ça, c'est bien parce que c'est la collection donc, pour les nuls. Et quand je dis les biens, c'est parce que la maquette en fait qui m'a été imposée, elle impose un dynamisme. C'est-à-dire qu'il y a des phrases, il y a des mots, mais il y a des petits encadrés culturels où on peut faire des blagues. Moi, j'aime beaucoup les jeux de mots, donc il y en a plein dedans. Donc voilà, ce petit livre se vend très très bien depuis qu'il est sorti. Et c'est un cadeau idéal pour les fêtes. Quelqu'un qui est du coin ou pas de Marseille, vous voulez l'amuser, voilà. Donc voilà, ce Twitch contient des placements de produits. Et bah oui, non mais c'est normal, c'est important aussi, j'en ai pas parlé au début, il fallait au moins en parler à la fin parce que tu es très impliqué là-dedans, dans la communication de ton activité, et c'est super important et c'est super fondamental pour moi, pour un chercheur, de aussi parler au grand public et de pas rester juste cloîtré dans son labo, donc merci à toi de faire tout ça, de rendre accessible au grand public toutes ces notions. Et voilà, on va s'arrêter là, mesdames et messieurs. Donc merci à vous, le chat, merci aux viewers d'avoir été là. Et vous avez été très nombreux, vous avez été une 50aine à suivre pendant tout le long, donc ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Je remercie également la modération, représentée par Germain Elvis, je crois, qui a été là, ou je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y a eu un seul modérateur en fait dans ce live, mais c'est pas grave, tout s'est très bien passé. Je remercie aussi les follow et les subs qu'il y a eu pendant le live. Je suis désolé, j'ai pas pu vous lire parce qu'on était pris dans la discussion forcément. Mais merci du fond du cœur pour votre soutien. Et enfin, je te remercie Médéric, évidemment, pour ta superbe intervention ici. Et voilà, peut-être que tu interviendras ailleurs, ne serait-ce que dans tes différentes activités à la radio. Et voilà. Est-ce que je te laisse du coup, je vais te laisser le mot de la fin. En attendant de trouver quelqu'un à les aider, le take-home message, ça peut être un groupe de mots, une phrase, un message que tu veux faire passer pour la communauté. D'abord, je te remercie pour l'invitation et pour ce bon moment, parce qu'on a parlé de plein de choses. J'ai pu parler de plein de choses et vous les faire partager, même si j'ai tendance à parler beaucoup, mais j'espère que ça vous a plu. En tout cas, il y a eu des messages super sympas. Merci pour vos questions vraiment très intéressantes. Donc, je vais en garder certaines pour les cours et faire souffrir mes étudiants, parce que j'ai lu ce que vous avez écrit aussi. Dernier mot, parlez comme vous voulez, parlez comme vous êtes, et puis surtout, soyez attentifs au langage, parce que avec le langage, on peut faire des choses. Le langage, c'est de l'action, c'est pas que du son. Le langage, c'est ce qui nous définit notre identité. Donc voilà, on sait que parfois la façon dont on parle va permettre aux autres de nous juger. Donc on peut assumer de parler de telle façon, mais on peut aussi vouloir mieux paraître. Mais surtout, au-delà de ça, ce que je veux vous dire, c'est que le langage, c'est aussi quelque chose qui sert à manipuler, vous le savez, la propagande, l'idéologie, certaines idéologies, et méfiez-vous des mots, analysez toujours tous les mots qui vous arrivent, ne vous endormez jamais, et le meilleur moyen de ne pas s'endormir sur le langage, c'est la poésie et l'humour, les jeux de mots. Il faut jouer avec la langue, il ne faut surtout pas la laisser se scléroser, s'enfermer, parce que sinon d'autres vont parler à votre place. Voilà, avec ou sans accent, faites attention au langage, méfie, comme on dit ici, faites attention. C'est beau, merci, super message de fin. On va se laisser là, je vais vous envoyer chez Klitsch Norris pour une continuation de stream, donc petit raid chez lui qui parle politique ce soir. Je sais pas trop ce qu'il fait, mais son sujet a l'air d'être intéressant, les médias face à l'économie post-Covid. Voilà, un sujet hautement sérieux qui aura peut-être un lien avec les discriminations, comme on a pu en parler ce soir. Allez, je vous laisse, merci encore Médéric, merci à tous, et on se dit à mercredi pour le prochain live React de Dr Stone. Des bisous, passez une très bonne soirée, et on se dit à bientôt. Allez, ciao, bye bye, des bisous, salut. Faut dire au revoir là. Au revoir. Il veut pas dire au revoir. Ciao, ciao, ciao.